Bonsoir tout le monde. Alors ça a été un live. On va tous se présenter, mais juste avant de commencer, avant de dire bonsoir à tout le monde, ça aurait été un live qui aurait été compliqué à organiser parce que faut savoir que Vic, là, c'est le 4e live. Vic, il devait être sur les 3 premiers et à chaque fois, on a raté Vic. Ensuite, il y a eu la question du sujet des lives qui s'est abordé, de quoi on va parler sur les lives. Il y a une thématique, moi, qui m'avait intéressé aussi parce que Vic a pratiqué ce qu'on appelle la van life. Ça aurait été de parler un peu du nomadisme sur la route et ce genre de choses. Mais finalement, on va rester sur des sujets très terre à terre, à savoir comment on se lance en autonomie alimentaire. Dans un premier temps, on va parler de ça. Et puis, dans un second temps, on va parler des stocks de nourriture, de la manière dont on constitue des stocks et de la manière dont on assure la rotation des stocks. Voilà. On va peut-être faire un petit tour de table pour se présenter. Donc, moi, c'est Bjorn. J'ai une chaîne YouTube consacrée à l'autonomie et je vis en Franche-Comté. Voilà. Vic, si tu veux enchaîner. Ouais, pas de souci. En tout cas, merci pour l'invitation, Bjorn. Et puis, bonsoir à Maud et Stéphane, que je connais un petit peu moins. On fera connaissance. Donc, de mon côté, j'ai une chaîne depuis 4-5 ans, bientôt 5 ans, sur le survivalisme, mais de manière assez large. Donc, je vais traiter des sujets, aborder des sujets, partager sur un petit peu ce que je fais dans des domaines assez larges qui vont de la survie en milieu naturel jusqu'à des questions d'autonomie ou de résilience au quotidien, des choses assez variées. Donc, par rapport au sujet du soir, ça s'y prête assez, en tout cas pour les questions du stockage et pour les questions de production de nourriture. En ce moment, je démarre un petit peu tout ça après avoir vécu en ville quasiment toute ma vie, en fait, là, depuis quelques temps. Je me réinstalle à la campagne et donc je suis en train de démarrer un projet d'autonomie à petite échelle. Et donc, je suis un petit peu dans tout ça en ce moment, de démarrer tout ce qui est potager, entre autres, également poulailler, et donc après ça viendra au fur et à mesure selon les besoins pour la suite, même si par exemple production d'électricité ou autre. Donc voilà, je suis un petit peu dans tout ça en ce moment. Maud, Stéphane, si vous voulez vous présenter. Stéphane. Bon. D'accord, donc moi c'est Maud. Ah bon. Bon, j'y vais. Ça va bien se passer. Donc moi c'est Maud, j'anime la chaîne Le Jardin d'Alekil autour des thèmes essentiellement de la production de nourriture. Voilà, donc j'ai un objectif d'autonomie alimentaire qui est loin d'être atteint. On va être clair tout de suite. Mais bon, j'y travaille, donc du coup, pour le sujet de ce soir, ça colle assez bien, puisque le démarrage, ça fait quelques temps que j'ai démarré, mais bon, je suis quand même loin d'avoir atteint mes objectifs, notamment en ce qui concerne le stockage. Voilà. Et donc, je cultive donc sur 2 terrains. Le terrain maintenant à ma maison, qui lui est tout petit, fait à peu près 500 mètres carrés, et sur un 2e terrain qui lui est plus grand, fait 3200 mètres carrés, mais qui a quelques particularités. Voilà. C'est bon, Stéphane, tu peux y aller cette fois. Bien. Alors, je suis Stéphane de la chaîne La Clé des Champs. J'ai une chaîne YouTube qui existe depuis un peu plus de 2 ans, dans laquelle je parle d'autonomie. Et la vocation de ma chaîne, c'est de produire des tutorats, des tutos, pour apprendre et pour transmettre un certain nombre de compétences sur tous les aspects de l'autonomie. Donc, ce que je sais faire, je le montre moi-même. Et puis, si autour de chez moi, j'ai des personnes qui ont des choses intéressantes à montrer, je vais filmer chez eux, mais toujours avec l'idée de faire quelque chose de à la fois très détaillé et qui donne la possibilité aux gens de refaire derrière chez eux en utilisant le même matériel et les mêmes compétences. Donc, des choses qui sont très détaillées. Voilà. Cette chaîne YouTube, elle est sur pas mal d'axes différents. Comme je disais tout à l'heure en off, moi je suis un peu parti dans toutes les directions. Et ce soir, je suis très content de pouvoir intervenir dans cette table ronde et de partager
mes expériences sur le démarrage en autonomie alimentaire et sur les stocks alimentaires, sur la conservation des aliments, puisque ce sont les thèmes qu'on va aborder ce soir. Ok. Voilà. Alors, peut-être, en fait, on peut ce qu'on a un peu échangé avant le live. Est-ce que tu commençais à dire, Stéphane, sur le démarrage en autonomie alimentaire? Avant le live, tu nous disais, mais ouais, le démarrage, ça commence avant même d'aller chez le notaire et de signer le papier, quoi. Si tu pouvais faire partager ce que tu disais à ce sujet, je trouvais ça très intéressant. Oui, effectivement. Alors, démarrage en autonomie alimentaire. La première chose à voir, elle se situe même avant d'avoir acheté quoi que ce soit, puisque je pense que si on veut avoir une production alimentaire, eh bien, il faut d'abord, et avant d'acheter le terrain, la maison, etc., identifier le potentiel agricole du lieu où on se trouve. Et ce que j'entends par potentiel agricole, c'est surtout identifier le plus rapidement possible les facteurs limitants. Et j'ai pas mal d'exemples en tête de personnes qui ont commencé par s'installer quelque part et qui ont réfléchi ensuite sur est-ce que je vais pouvoir faire des arbres fruitiers, est-ce que je vais pouvoir faire de la production au potager, est-ce que j'ai de l'eau, alors que tout ça, ça doit être vu avant. Alors, qu'est-ce qu'on doit voir avant? Et en termes de facteurs limitants, il y a des facteurs limitants sur lesquels on va pouvoir agir, c'est-à-dire on va pouvoir corriger. Et puis, il y a un certain nombre de facteurs limitants qui sont purement et simplement rédhibitoires parce qu'on n'a pas la possibilité de changer le climat, par exemple. Si on se met trop haut en altitude, 1200 mètres, 1300 mètres, 1500 mètres, on se condamne à ne faire que de l'élevage, puisque, par exemple, il va geler jusqu'en juin et puis il va se remettre à geler avant la fin du mois de septembre. Donc, ça fait une saison qui est beaucoup trop courte. On peut aussi choisir un endroit où il n'y a pas de sol, un endroit où il n'y a pas de terre. Bon, bah, si je suis directement sur le caillou avec une petite couchette de terre, et ben là, je ne vais pas pouvoir non plus cultiver efficacement, ou alors il faudra produire des efforts énormes. On peut avoir un terrain qui est pollué, on peut avoir aussi un sol avec une terre qui n'est pas facile à travailler, trop argileuse ou trop sableuse. Et toutes ces questions-là, il faut se les poser avant même d'acheter, parce que tout simplement, une fois qu'on a acheté, eh ben, on va se condamner à buter en permanence sur tous ces facteurs limitants. Et si on ne les a pas identifiés avant, eh ben, on se crée beaucoup de galères. Et ces galères-là, elles vont revenir tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ça peut même vous condamner dans la faisabilité du projet. Alors, dans les facteurs limitants, il y en a certains qui sont importants, hein, la pluviométrie. S'il n'y a pas d'eau, vous êtes à un endroit où il n'y a pas d'eau disponible, il n'y a pas de source, il n'y a pas de pluviométrie, là, vous allez dans la difficulté. Si vous avez un sol qui est de mauvaise qualité ou qui est trop peu épais, ou on peut aussi imaginer un sol qui est détrempé, parce que c'est une cuvette et ça vous fait comme un marais, là encore, vous vous condamnez à des grosses difficultés. On peut imaginer aussi qu'il y ait du vent, on peut imaginer que le terrain soit salé si vous êtes en bord de mer. Donc tout ça, il faut réfléchir. Et une bonne façon d'y réfléchir, c'est aussi, et peut-être, de voir ce qui se fait chez les voisins et ce que les voisins arrivent à faire. Alors, est-ce que les voisins arrivent à produire quelque chose ou pas? Quelles sont les cultures qui sont traditionnellement faites dans le secteur où vous installez? Est-ce qu'il y a eu dans le passé, on va dire avant l'ère industrielle, des époques où les gens étaient confrontés à des familles? Tout ça, c'est déterminé par des bonnes raisons. Ou à l'inverse, vous pouvez aussi vous installer dans un endroit où les choses sont faciles. Un terrain plat ou en légère pente, un bon sol, une bonne pluviométrie, ça va déjà vous faciliter énormément le travail. Donc ça, c'est déjà un premier point très important. Et puis, il y a un autre point aussi important, c'est de déterminer si vous êtes dans une situation où vous avez un ensoleillement correct ou si vous avez des masques. Ça aussi, c'est très important. Vous allez aussi voir, alors des masques, ça peut être les arbres des voisins, hein, tout simplement. Vous allez voir aussi si vous avez suffisamment de surface par rapport à ce que vous souhaitez faire. Alors, il y a une idée force qui est à retenir, hein, c'est que si vous voulez faire de l'élevage,
il faut beaucoup plus de surface parce qu'il faut nourrir les animaux avec ce que vous allez produire. Et puis après, réserver une partie de cette surface à votre propre culture. Et si vous, par contre, si vous ne voulez pas faire d'animaux ou si vous êtes d'accord pour acheter des aliments en dehors de votre petite ferme, bah à ce moment-là, on va dire qu'une surface de 5000 m², c'est très bien. Même c'est trop. On peut se contenter de moins. Donc là encore, des questions à se poser. Est-ce que je veux faire de l'élevage? Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je ne veux pas faire? Et à partir de ce moment-là, bah, dimensionner et localiser correctement l'endroit où vous allez vous installer pour pouvoir réussir à faire ce que vous souhaitez. Voilà. Donc il y a vraiment une phase de réflexion préalable à avoir. Ouais, moi j'irais même encore plus loin que toi. C'est-à-dire quand tu regardes ce que les gens produisent, en fait, toi tu disais ça par rapport à la capacité productive du lieu. Sous-entendu, ben, si tu es en altitude par exemple, et si tu as de la neige, c'est plus difficile de produire que dans un endroit où la température va être plus clémente. Si tu as une bonne pluviométrie, c'est plus facile de produire que dans un endroit où c'est sec. Ça, c'est le premier point. Mais si on parle d'autonomie alimentaire, il faut aller un petit peu plus loin, je pense, et voir ce que les gens produisent dans ton village et ce qui se produit immédiatement autour de chez toi, tout bêtement, parce que les premières choses que tu vas faire au début, ça va être d'échanger de la nourriture contre des gens qui la produisent autour de chez toi. Donc, s'il y a personne qui produit de la nourriture autour de chez toi, déjà, c'est mal barré. Donc, moi, je trouve que ton approche, elle est vraiment super bien. Il faut voir ce que les gens font autour de chez toi. Est-ce qu'il y a des potagers dans ton village? S'il n'y a pas de potager dans tout le village, c'est déjà mal barré. Est-ce qu'il y a des vergers? S'il y a des vergers, il y en a combien? Est-ce qu'il y a un verger par famille? S'il y a un verger par famille, que chacun a un potager, c'est déjà un bon village pour s'installer, tu vois. Ouais. Et puis aussi, qu'est-ce qui pousse dans le lieu? Ouais, qu'est-ce qui pousse? Par exemple, dans mon secteur, les amandiers, il n'y en a pas, les pêchers, il n'y en a pas, les cerisiers, c'est très difficile, donc il faut se poser des questions. Pourquoi est-ce qu'il n'y en a pas? Alors qu'il y a des endroits où on va trouver des cerisiers, des pêchers, des amandiers, et par contre, il n'y aura pas de pommiers. Alors pourquoi? Donc, effectivement, analyser ce qui se passe chez les voisins, c'est le meilleur moyen de gagner des années parce qu'on ne va pas refaire les mêmes erreurs que les voisins. Hein. Si on a la possibilité et si on a un bon contact avec les gens et qu'on a la possibilité d'aller voir les gens autour de l'endroit que l'on convoite, on peut poser des questions. Est-ce que vous faites un potager? Qu'est-ce qui pousse bien chez vous? Qu'est-ce que vous avez raté? Qu'est-ce qui ne marche pas? Et vous avez des pommiers. Les pommiers, est-ce qu'ils marchent? Est-ce qu'ils ne marchent pas? Est-ce qu'ils ont la tavelure ou pas? Poser un maximum de questions. Même se promener sur les chemins et puis regarder qu'est-ce qui pousse, qu'est-ce qui ne pousse pas. Est-ce qu'il y a des fougères, etc. Les plantes bioindicatrices. Il y a un certain nombre de choses qui sont à faire. Et il ne faut pas du tout être aveugle. C'est vraiment, ça fait partie de l'analyse. Ce que les permaculteurs appellent la phase d'observation. À mon sens, elle commence même avant d'avoir acheté le terrain. Pour sélectionner si le. Je peux dire bon quelque terrain. chose. Oui. Je suis d'accord avec ce que tu as dit, Stéphane, mais je vais prendre le truc par l'autre bout. C'est-à-dire que ça, c'est valable pour tous les gens qui vont acheter un lieu dans le but d'être autonome. Il y a aussi des gens qui ont acheté leur maison à une époque où ils ne pensaient pas forcément à ça. Je le dis parce que c'est mon cas. et qui, plus tard, se sont rendus compte de certaines choses et ont décidé de s'y mettre. Et ils ont juste fait avec ce qu'ils avaient de base. Parce que c'est pas toujours facile de changer ce qu'on a pour autre chose. Et que même quand on n'a pas beaucoup, il y a quand même des possibilités de faire beaucoup de choses. Parce que moi, je vois souvent des gens qui me disent « Oh, mais moi, je peux pas faire ci, je peux pas faire ça. » Et quand je pose des questions, je me rends compte qu'en fait, avec ce qu'ils ont, ils pourraient faire plein de choses. Mais ils se mettent des barrières tout seuls. Donc, je suis d'accord avec toi. Si on est déjà dans la démarche d'acheter un lieu en vue d'être autonome, par contre, si c'est une décision qu'on prend alors qu'on est déjà installé, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas commencer à faire quelque chose là où on est. Voilà, on n'est pas forcément obligé de repartir à zéro pour... Les endroits où on ne peut effectivement rien faire du tout, ils sont quand même assez rares. On peut toujours faire quelque chose. Moi, je suis allé, par exemple, il y a quelque temps à Malte,
Bon, ils font du cactus, ils font un peu de tomates, ils font quelques figuiers. Mais là-bas, tu ne vas pas réussir à faire pousser des pommiers parce qu'il n'y a pas de pluviométrie, tu ne vas pas réussir à faire pousser un certain nombre de choses. Si tu as la possibilité, effectivement, de te poser des questions avant, fais-le. Après, c'est sûr que si tu es à un endroit et que l'endroit il est déjà donné, il ne faut pas non plus considérer que ce que je dis est une excuse pour ne rien faire. Voilà, c'est ça. C'est clair. Parce que il y a aussi des gens qui se trouvent des excuses alors qu'en fait, ils pourraient faire des choses qu'ils ne le font pas. On n'en fait pas partie. On n'est pas je sais bien. Mais je sais bien. Si je raisonne à l'échelle du climat de la France métropole, en métropole, bon, bah, il n'y a pas, il n'y a aucun facteur limitant qui empêche de faire quoi que ce soit. On peut toujours faire quelque chose. Mais après, ça va se jauger aussi en termes de quantité de travail. Bon, il y a des gens qui choisissent un endroit parce qu'il y a une jolie vue, parce que ceci, parce que cela, et puis quand ils se mettent au boulot, ils se rendent compte que tout est 10 fois plus difficile. Alors bien sûr, on va pouvoir y arriver. Ah, moi, je connaissais quelqu'un qui avait un terrain en pente avec beaucoup de cailloux et pas beaucoup de sol. Bon, bah, quand il devait planter un arbre, il commençait par décaisser au marteau-piqueur pour faire un trou pour pouvoir mettre un arbre, parce que sinon, il n'y avait pas de sol. Mais tu ne vas pas planter 130 arbres comme ça, ce n'est pas possible. Hein, donc, ces facteurs limitants. Sachant que si on veut obtenir rapidement un résultat, bah, je pense que la sagesse, c'est quand même d'arriver à se faciliter le travail. Hein. Et pas à s'en rajouter. Si on peut se faciliter, il faut le faire. Il faut vraiment avoir ça en tête. Pour moi, c'est plus important si on veut avoir vraiment développé un projet d'autonomie et s'installer quelque part pour servir ce projet. Le potentiel agricole, on va dire pour faire simple, un potentiel agricole, pour moi, c'est plus important que la belle vue, par exemple. Ah ben on est d'accord. Oui, non, mais là, on est d'accord. Les gens vont dire, ah oui, mais je me suis mis là parce que c'était beau, etc. Bon, ok, les gars, mais il y a un moment, il faut se mettre au boulot et on se rend compte qu'il y a peut-être eu un moment des choses qu'on n'a pas vues au départ. Bon, alors après, c'est la sagesse. Hein. C'est sûr que si le terrain est donné, et si par exemple tu as eu un terrain parce que tu l'avais avant, tu l'as acheté avant, ou c'est un truc de famille, etc. Bon, bah, si c'est un truc de famille, j'imagine que peut-être dans le passé, il y avait des potagers, ou il y avait des. Et donc, on sait déjà quel est si tu connais ton terrain et si tu connais les voisins, tu as déjà beaucoup plus d'informations a priori sur ce qui peut se faire et ce qui ne peut pas se faire. Je sais pas. Mais de toute façon, de regarder ce qui se passe chez les voisins, c'est le meilleur des indicateurs. Hein. Enfin voilà quoi. Moi, je suis pas dans une région où il y a beaucoup de culture. Je suis dans une région d'élevage parce que je suis en moyenne altitude, donc il y a beaucoup plus d'élevage qu'autre chose. Mais par contre, ici, quasiment toutes les maisons individuelles ont leur potager. Il y a des vergers partout, essentiellement du pommier évidemment. Enfin voilà quoi. Je veux dire, les gens ici, de toute façon, produisent déjà leur nourriture pour la plupart, au moins en partie quoi. Ouais, juste une question. Oui. Non, je t'en prie, Victor. Je me permets de rebondir sur ce qu'a dit Maud. Juste par curiosité, c'est le cas parce que moi, ça fait partie des raisons pour lesquelles j'ai choisi cet endroit-là. C'est que dans le village, la plupart des gens sont déjà en semi-autonomie alimentaire là où je suis. Chaque famille a au moins un potager ou un verger, voire les deux. Ils ont beaucoup de gens ont des animaux. C'est pareil là où vous êtes, hein, par curiosité? Moi, oui, en tout cas, oui. Bon, ici, il y a beaucoup de potagers, il y a des vergers. On retrouve certains arbres qui fonctionnent, mais c'est traditionnel ici. On a de la culture, on a de l'élevage, et c'est une région. Moi, je suis au Piémont des Pyrénées, et dans mon secteur, c'est agricole. Et il n'y a jamais eu de famine, hein, donc les gens se sont toujours débrouillés pour faire des courses, pour faire ceci, pour faire cela, aller ramasser des châtaignes. Donc on est quand même dans une zone, dans un secteur qui est plutôt favorable, je pense. Plutôt favorable. Ouais, mais c'est pas le seul élément j'entends ce que tu dis quand tu dis que c'est favorable, mais il y a aussi un élément culturel. Moi, le tout premier site sur lequel j'étais, qui était dans le Beaujolais,
Au niveau du sol, au niveau de la pluviométrie, tout était impeccable pour produire sa nourriture. Et dans le village dans lequel j'étais, personne ne le faisait. Parce que c'était pas leur culture. C'était pas la culture du village d'avoir des potagers, d'avoir. Il y avait, je crois, un verger, c'est tout, dans tout le village. Ah oui, bah effectivement. C'était le cas Personne aussi un n'avait petit des peu, abeilles, tu vois. ouais. Tu C'était faisais le cas aussi Alors un petit bien. peu que dans moi, dans la région. Vas-y, Nick. Un petit peu, merci. Oui, c'était le cas aussi un petit peu dans la région, là, à proximité d'un village, effectivement, vous voyez pas beaucoup non plus de potagers. Bon, après, même si la région est assez agricole, autour, il y a des agriculteurs qui font de la céréale, il y a des maraîchers. Donc, ça peut être aussi un bon indicateur de voir au niveau des professionnels. Et pour l'anecdote, nous, on avait donc rencontré un horticulteur chez qui on avait acheté des arbres qu'on a mis sur le terrain. D'ailleurs, ça fait partie peut-être, Björn, tu nous diras, ça fait peut-être partie des premiers points à voir. Mais, Le démarrage, ouais. Bah, on va en parler du démarrage. On est dessus, on démarre sur le démarrage. Et le pépiniériste, enfin l'horticulteur en tout cas, connaissait bien en fait le secteur, avait pu nous renseigner de ce qu'il avait vendu aux gens dans le coin, et connaissait certains de nos voisins et a su nous dire ce qui allait bien fonctionner. Et également, il a pu nous rassurer en nous disant que dans notre coin, on avait une assez bonne terre, parce qu'on avait certains doutes avant l'installation, étant donné que les voisins immédiats n'avaient pas forcément des potagers, et même nous disaient qu'ils avaient eu des difficultés, mais d'ordre plus climatique, avec les canicules, l'été, tout ça, ils avaient un petit peu laissé tomber, mais finalement, cet été, ça a assez bien fonctionné. Après, je pense aussi, comme on disait tout à l'heure, par rapport aux critères d'installation, l'eau, enfin, c'est clairement vital, mais peut-être qu'il ne faut pas se limiter seulement à faire confiance à la pluviométrie de la zone. Je trouve qu'il y a quand même pas mal de terrains où il y a seulement de la récupération d'eau de pluie et pas forcément une source d'eau de pluie, une source d'eau, pardon, qui donne toute l'année. Ça peut être une erreur aussi à ne pas faire en s'installant, de prendre un terrain où il y a ni source, ni rivière, ni puits, ni ruisseau ou quelque chose. Il y a certains terrains qui sont parfois un petit peu isolés ou en hauteur ou dans des zones plus sèches où il n'y a pas ça forcément. Voilà pour mes réflexions là-dessus. Je rejoins ce que disait Stéphane tout à l'heure. Avant même d'acheter le terrain, en fait, il faut regarder si on peut produire de la nourriture et savoir s'il y a une autre source d'eau que la pluie. Ben, ça fait partie des trucs à regarder tout de suite, quoi. Clairement. Ouais. Ne serait-ce que pour les bêtes, parce que bon, la pluviométrie, c'est bien, la récupération d'eau, c'est bien, mais bon, quand on a des périodes de canicule qui durent 3-4 semaines, comme on a vu ces 2-3 dernières années, le potager, si c'est bien géré, ça peut, enfin, selon les sols, ça peut encore le faire. Les animaux, par contre, tu peux pas leur dire tu boiras quand il pleuvra. Donc, ouais, l'eau pour les animaux, c'est super. Et pourtant, j'ai pas des gros animaux, moi, vu la surface. J'ai poules, lapins, volailles, quoi. Et rien que ça, bah voilà, quoi, les animaux, tu vas pas leur dire, bah non, tu boiras quand il pleuvra. Ouais, d'accord. Donc, ouais, l'eau, c'est super important. Même dans les régions où le potager peut s'en passer, les animaux, eux, ils s'en passent pas, quoi. Ouais. Alors, moi, je rebondis là-dessus en vous livrant un peu notre expérience. Nous, on a un terrain où il n'y a pas de source d'eau, on n'a pas de rivière, on n'a pas de source, etc. On n'est pas relié à l'eau de la ville, donc on fonctionne 100% avec l'opération d'eau de pluie. Et effectivement, ne pas avoir un point d'eau permanent, c'est une vraie contrainte. Et c'est un vrai facteur limitant parce que bon, les arbres fruitiers, on peut réussir à les démarrer en ayant l'eau dans des citernes. Un peu en période de canicule, et arroser, on va dire qu'on va compter 1 litre par mètre carré et par donc en période de canicule. Si on veut traverser une canicule qui dure 2 mois, il faut au moins 10-15 mètres cubes d'eau pour arroser, et encore en ayant paillé. Donc cet aspect-là des choses, il est très important. Et pour résoudre ce problème,
On a beaucoup travaillé ici à la Clé des Champs parce que j'ai construit une citerne de récupération d'eau de pluie qui fait 20 mètres cubes de capacité. Mais comme ce n'était pas encore assez, on a également mis en place de la récupération d'eau de pluie l'hiver pour l'été avec une citerne aérienne. Et à ce jour, on a 12 mètres cubes de récupération d'eau de pluie avec les citernes aériennes. Et je vais prochainement, certainement, commencer à installer aussi une mare parce que je me rends compte que même ça, ce n'est pas suffisant. Donc, juste l'eau de pluie, effectivement, c'est pas facile. On sous-estime toujours nos besoins en plus. C'est seulement l'expérience qu'on se rend compte qu'on n'a jamais prévu assez. Toujours. Et puis en plus, bon, ça c'est un poncif, hein, mais le réchauffement climatique va nous mettre en stress hydrique de plus en plus long, de plus en plus souvent et de plus en plus longtemps. Ça c'est clair. On le constate, on va dire à une échelle d'une dizaine, d'une quinzaine d'années. Moi j'ai acheté le terrain ici en 2006, donc j'ai 14 ans de recul, et j'ai quand même pu constater que on a pas mal de pluviométrie ici, puisqu'on est à 1200 mm par an, mais on a quand même des périodes l'été de plus en plus longues où il ne pleut rien du tout. Il ne pleut pas du tout. Voilà, pendant un mois et demi, on va avoir 30-40 mm, c'est nettement insuffisant. Donc, on ne peut compter que sur un stockage. Ouais, et puis comme tu le dis, ça va être comme ça de plus en plus. Hein. Enfin, ce qui est assez flippant, c'est qu'on le voit à l'échelle d'une vie humaine. Là. Comment ça Moi, je vois la différence par rapport à il y a 10 ans, quoi. Donc ça veut dire que ça bouge super vite en fait. Et il y a un truc auquel on parlait de démarrage et il y a un truc que je dis souvent. Enfin, moi, dans ma façon de faire, après chacun a son angle, mais moi, je démarre jamais par le potager. Là, c'est mon troisième terrain. Je démarre pas par le potager parce qu'il y a le piège du mois d'août. En général, quand on arrive sur un terrain, on a 1 milliard de trucs à faire la première année. Et le potager, en fait, ça demande de le pailler, de l'arroser, de s'en occuper si on veut qu'il passe l'été. Et il y a énormément de gens qui racontent leur aventure en expliquant leur désastre de l'été de la première année. Je me souviens, c'est Kevin et Salomé de la chaîne Comme un pingouin dans le désert, qui racontaient comment leur première année, le potager, il avait disparu en fait l'été, quoi, tu vois, parce qu'il n'avait pas survécu au soleil. Et cette histoire de réchauffement climatique et de potager qui disparaissent en été, c'est un truc qui va très certainement arriver de plus en plus. Je pense qu'on en est qu'au début de ça, tu vois. Demain sera pire qu'aujourd'hui. Après, on arrivera peut-être probablement à s'adapter avec des cultures plus méditerranéennes. Je pense avec quelques années d'organisation, on arrivera peut-être à se réadapter dans les régions les plus touchées. Excuse-moi Stéphane, je t'avais coupé. Je te laisse la main. Oui, je pense qu'effectivement, avant de commencer à planter quoi que ce soit, on a dit le choix du terrain, le site, etc. Je crois qu'il faut sécuriser deux choses. Hein. Il faut sécuriser une chose, c'est l'approvisionnement en eau. Et si on commence à se lancer dans du potager, effectivement, il faut se dire, voilà, est-ce que j'ai 10 mètres cubes, est-ce que j'ai 15 mètres cubes pour arroser l'été? Si je n'ai pas cette eau disponible, c'est même pas la peine de se lancer sur des cultures qui devront passer l'été. C'est pas la peine. On peut à la limite envisager de planter des pommes de terre précoces et puis de les ramasser fin juin, juillet, et puis on va s'en sortir. Mais des cultures qui passent l'été, si on a l'eau, c'est pas la peine. Et il y a une deuxième chose aussi à laquelle il faut répondre le plus vite possible quand on démarre l'autonomie alimentaire, c'est de répondre à la nécessité d'améliorer la fertilité du sol. Parce qu'il ne faut pas se le cacher, là encore, hein, ça pousse que si le sol est fertile. Et quand vous achetez un terrain qui a eu un autre usage, sauf cas vraiment particulier, si vous partez d'un terrain qui a eu un usage agricole, je ne sais pas, le terrain a été labouré, ou alors c'est une prairie, etc. Le taux de matière organique dans le sol est faible, donc il faut commencer par amener beaucoup de matière. Et si on commence, matière organique, et si on commence
par planter des graines, faire des semis et repiquer, etc., alors qu'on ne s'est pas posé la question de comment je passe l'été en termes de sécheresse et quelle fertilité j'ai préparée avant de planter, bah, c'est un peu comme si on mettait la charrue avant les bœufs. Hein. On n'a pas... Ah, Stéphane, tu bugs. Ah oui, je me posais Oui. la question si ça venait de chez moi. Ouais, ou non, pas. il est figé. Non, non. C'est ce que j'étais en train de me demander aussi. Si vous êtes d'accord, ce que je vous propose, c'est qu'on réponde à quelques questions du chat. Et ensuite, on reprendra sur le thème, parce que c'est vrai qu'il y a plein de questions qui ont défilé dans le chat. Si vous avez des questions, posez-les en capital, en majuscule, qu'on les voit. Alors, je vais essayer de remonter pour en trouver. Où est-ce qu'il y a des questions? Là, je vois une question de Joris sur les cultures adaptées à la sécheresse. Ah bah, t'as dû la voir Ah, aussi. bah tiens, on a eu la même pensée. C'est la première que j'ai vue aussi. Allez, qui veut y aller sur les cultures adaptées Moi, à vrai dire, c'est un Alors, sujet que je connais assez mal. Vu que moi, je suis dans le nord-ouest de la France, j'ai pas trop ce problème-là, même si Le les problème de étés sécheresse. chauds. bah, c'est vrai que je Alors, peux pas vraiment me plaindre. Bah vas-y Stéphane, si tu veux. Je sais pas. C'est bon. alors, Il est de retour. Mais, ok, bah, si on parle des... bah, vous avez toute l'île des fruitiers méditerranéens qui sont bien résistants à la sécheresse. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut... mais on prend l'amandier, on prend le pêcher, on prend le figuier, on prend le jujubier, le néfliapon. Ce sont des plantes qui résistent bien à la sécheresse. Dans les super résistants à la sécheresse, vous avez le nopal, par exemple, qui est une espèce de cactus. Donc, il faut s'inspirer de toutes ces plantes méditerranéennes qui passent l'été sans eau, en fait. Après, en termes de culture potagère, des plantes qui résistent vraiment à la sécheresse et qui donnent vraiment beaucoup, il n'y a pas de miracle. Hein. Les plantes potagères, ce sont des plantes qui ont un enracinement superficiel. Si vous êtes dans une zone où il fait 35-40 degrés et que vous n'arrosez pas, au potager, il n'y aura rien qui va pousser. Hein. Surtout si en plus vous n'avez pas paillé. Donc, les cultures les plus adaptées à la sécheresse, je pense déjà, ce sont des arbres, déjà pour commencer, qui sont bien installés. Vous avez l'olivier, par exemple, avec un enracinement sérieux. Les plantes potagères. Jusqu'en juillet, si on les a du tout, les racines sont sur les 30-40 premiers centimètres, c'est compliqué de les maintenir en vie. Hein. alors, au niveau plutôt des arbres. Au niveau des cultures qui résistent bien à la sécheresse, malgré tout, tout ce qui est vivace, en général, ça supporte beaucoup mieux d'être peu arrosé. Donc les arbres, évidemment, comme disait Stéphane, mais c'est valable aussi pour les plantes potagères vivaces. Tout ce qui va être artichaut. Alors bon, je sais que la rhubarbe dans les régions chaudes, c'est compliqué. Après, moi, comme je suis un peu en altitude, on a les nuits qui sont toujours plus fraîches que, je pense au sud de la France où eux, ils ont la canicule même la nuit. Nous, on a des nuits qui sont toujours plus fraîches et puis on a souvent des orages d'été, etc. Donc, on n'a jamais, en fait, des 5-6 semaines sans une goutte d'eau. Ça n'existe pas chez nous. Mais même dans les potagères, ça va dépendre de beaucoup de choses. Il y a le paillage, comme disait Stéphane, mais il y a aussi le sol. Si vous avez un sol sableux, vous avez l'eau qui fout le camp, vous pouvez arroser tout ce que vous voulez, ça va être une vraie galère. Alors que si vous avez un sol argileux et bien amendé avec beaucoup de matière organique, il va retenir beaucoup plus l'eau et vous pourrez vous permettre de garder des cultures potagères avec un arrosage extrêmement limité. Sincèrement, je sais que c'est pas faisable dans toutes les régions, que ça serait pas faisable dans le sud de la France, etc. Mais chez nous, le potager n'est quasiment pas arrosé. Hein. Donc, mais on a la chance d'avoir un super sol. C'est pas le cas de tout le monde. Donc, ça revient un peu à ce que disait Stéphane tout à l'heure par rapport au fait de quand même
savoir de quoi on part, quoi. Quand on envisage l'autonomie alimentaire, avant toute chose, parce que c'est pas tellement les cultures qui vont être résistantes ou pas résistantes à la sécheresse, c'est dans quelle mesure votre sol va être capable de retenir un maximum d'eau pour que vous ayez moins besoin d'arroser le moins possible, quoi. Voilà. Je vois une question intéressante là. Comment avez-vous adapté votre régime alimentaire à vos productions? Moi, c'est le contraire. C'est-à-dire, moi, j'ai un régime alimentaire et je me débrouille pour trouver la nourriture que je consomme. Il y a de moins en moins de choses que je trouve pas. Il y a encore des choses que je trouve pas. Mais j'adapte pas mon régime alimentaire. Je dis, je veux du poisson. Ok, très bien. Je choisis d'acheter un terrain à un endroit où il y a une rivière à côté. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, Pierre. Pierre d'eau au pied. Et ça aussi, on parle de démarrage en autonomie alimentaire. La question de la production, elle se fait en fonction de ce que tu consommes. Et d'ailleurs, on va parler du stockage tout à l'heure. Le stockage de la nourriture se fait également en fonction de ce qui est consommé. Il y a une vidéo de Vol West qui est très vieille, elle doit avoir 7 ou 8 ans, je crois, dans laquelle il parlait des stocks de nourriture et où il disait un truc fondamental, c'est que ça sert à rien de stocker des trucs qu'on mange pas. Voilà. La petite ortie, mais c'est la question fondamentale, ça. Il est où son truc? Voilà, c'est ça. Le chocolat, tu fais comment? Non, mais je vais te faire une réponse sérieuse à ça. À côté d'où je suis, il y avait jadis une orangerie qui est totalement abandonnée. Et donc, là où je suis, en Franche-Comté, pas loin, il y a littéralement des gens qui faisaient pousser des oranges. Je sais qu'il y a des gens qui font pousser du cacao à Bordeaux. C'est très compliqué, mais ils y arrivent. Le chocolat, je l'achète, mais pour moi, c'est le Saint Graal, tu vois, c'est l'objectif. J'aimerais très sincèrement produire du cacao un jour. Voilà. Après, c'est peut-être relativement plus simple de prévoir des productions, de rester sur un régime alimentaire adapté à sa région de façon à l'échelle globale, voire à l'échelle nationale, adapté à sa localité et aux traditions, je pense, de ce qui se consomme dans le coin depuis des siècles. Parce qu'on sait qu'en théorie, c'est ce qui fonctionnera le mieux, sauf au grand changement climatique. Et en tout cas, c'est ce qui fonctionne dans le coin. Et où il y a peut-être également le plus de savoir-faire pour perpétuer à la fois la production que la transformation de ces aliments-là. Pour la question d'adapter mes productions à mon régime alimentaire, la question ne se pose pas forcément parce que je suis pas encore en autonomie. Puis le but, ça sera pas forcément d'être en autonomie à 100%. Je privilégie plutôt l'enracinement rural local avec des approvisionnements réguliers chez les producteurs locaux. Tant que tout va bien. Est-ce que vous avez vu d'autres questions que vous voulez auxquelles vous voulez répondre? Je rebondis juste vite fait sur le sucre et le sel impossible. Sur la question le sucre et le sel impossible, je rebondis juste vite fait. Le sel, j'ai pas encore trouvé. Le sucre, on peut le remplacer par le miel. Dans beaucoup de cas. Ouais. Après, pour le sel, rien n'empêche l'approvisionnement et le stockage de dizaines de kilos pour avoir de quoi tenir un bon moment. Oui, voilà, là, ça va plus être sur le stockage. Ouais. Ouais, il y a bien un domaine où les personnes qui vivent en milieu côtier sont favorisées. Oui. Mais en fait, c'est ça c'est ça le truc, c'est que Stéphane. On a perdu Stéphane. On a perdu Stéphane, ouais. Sur le sel, je trouve que le truc est intéressant. Le sel, même à une époque où il n'y avait pas de voiture, les gens arrivaient à faire fonctionner un commerce de sel. La question, c'est comment tu t'approvisionnes en sel? Comment tu fais pour t'approvisionner en sel? Et si
Moi, il y a une image que j'aime bien toujours prendre l'image de l'effondrement. Ce qui est paradoxal, parce que comme je le disais dans le live avec Pierrot, l'effondrement, je ne pense pas que ce soit quelque chose qui puisse arriver. Mais j'aime bien prendre l'exemple de la situation de l'effondrement, parce que je trouve qu'elle est représentative de ce que c'est qu'être autonome ou pas. Pour moi, on arrive réellement à être autonome lorsqu'on peut garder le même régime alimentaire alors qu'il n'y a plus aucun magasin d'ouvert, il n'y a plus rien dans les magasins, et pourtant on arrive à conserver le même régime alimentaire. Le sel, c'est quelque chose, dans le temps, on en faisait venir des kilos, on les stockait quelque part pendant des années, puis des années après, on en refaisait venir des kilos, et ça donnait lieu à un commerce. Et du coup, le sel, il valait beaucoup plus cher. Et très probablement que s'il y avait, entre guillemets, un effondrement, le sel, il vaudrait beaucoup plus cher. Mais il y a toujours des gens qui continueraient à en produire, il y a toujours des gens qui continueraient à le commercer, il y a toujours des gens qui en feraient le transport. Ça ne s'arrêterait pas. Ça ne s'arrêterait pas précisément parce que ça vaudrait cher. Et surtout que c'est une denrée qui est vitale. Clairement, le sel, je pense que vous Oui, le savez pour le coup, déjà tous, mais peut-être pas tout le monde, c'est l'origine du mot salaire. C'est vraiment l'important, c'est une ressource hyper importante pour la conservation de la nourriture, pour le pain ou pour autre chose. Donc pour moi, ça fait partie des ressources vitales, comme la farine, à avoir en stock, en quantité sur le domaine, quoi. Oui, le sel est vraiment indispensable. Oui, ouais, le sel, voilà. le sel est indispensable, oui. Enfin, ça dépend ce qu'on veut faire. Si on a je sais pas après, mais si on a une alimentation végétalienne, cuisinée sans sel, oui, on pourrait peut-être s'en passer, je sais pas. Mais après, si on oui, a mais non, même physiquement, Plus ou biologiquement, c'est aussi Ouais, quand voilà. même indispensable. Donc Voilà. voilà, c'est pas que du confort le sel. C'est ça. Ouais. Le commerce, mais vraiment, le commerce du sel, c'est vieux comme le monde, quoi. C'est probablement même, je sais pas, c'est vraiment dans les tout premiers échanges qu'il y a eu, quoi. Voilà. Et le sel était la première monnaie. Il y a quelqu'un qui dit, ouais. Oui. Et après, pour le sucre, d'abord, il y a des substituts au sucre, et ensuite, c'est un problème qu'on a hérité du 19e siècle de faire une certaine production, un certain type de production de betterave pour produire le sucre de cette façon-là à partir de la betterave. Je pense qu'à l'échelle individuelle, c'est un peu compliqué de faire du sucre. D'abord parce que le processus de transformation est complexe. Ça fait typiquement partie des vidéos sur lesquelles je pourrais présenter des échecs. J'ai essayé 3-4 fois de faire du sucre avec de la betterave. J'y suis arrivé avec de l'érable, j'y suis pas arrivé avec de la betterave. Mais je pense que c'est ma méthode qui est mauvaise. Je pense que c'est jouable. Il y a une chose qui peut être intéressante aussi, c'est de regarder comment, dans certaines contrées, on pouvait obtenir ce goût sucré. Alors, bien sûr, il y a le miel qui permet d'avoir le goût sucré. C'est ce qu'on faisait avant d'avoir cette industrie sucrière mécanisée. Et puis, vous avez par exemple une autre méthode qu'utilisaient les Chinois avant l'ère industrielle, c'était tout simplement d'utiliser des fruits séchés. Et vous aviez par exemple un fruit qui était tout à fait apte à sucrer, c'était le kaki, qui a un goût très sucré et très agréable quand il est séché. Donc, il était utilisé pour sucrer. Effectivement, on pouvait sucrer des plats en utilisant les kakis séchés. C'est une possibilité qui reste encore valable aujourd'hui. Il suffit de sécher les fruits pour concentrer ce goût sucré. Voilà. Après, je ne sais pas si on peut faire la pâtisserie comme on a l'habitude de faire en remplaçant tout par des fruits secs, mais c'est une possibilité qui est à la portée de tout le monde. Ouais, c'est pas seulement une question de goût, hein, le sucre. C'est que on va parler des stocks dans pas longtemps. C'est utile pour la conservation des aliments, en fait. Ça sert à plein de choses pour conserver la bouffe. Alors, si pour recentrer sur le démarrage, je ne sais pas comment vous avez, vous, envisagé
votre propre démarrage pour créer une certaine autonomie alimentaire. Mais si on veut bien s'arrêter 5 minutes et réfléchir, moi je vois deux approches différentes en fait. L'approche, on va dire, des gens pressés, ceux qui veulent parer au plus pressé, au plus rapide, et qui vont peut-être commencer par faire un potager où ils vont essayer d'avoir des légumes faciles en grande quantité. Alors typiquement pommes de terre, courgettes, courges, etc., tomates sous serre, des choses qui peuvent être faciles à réussir. Et puis on va dire on a une approche qui est un démarrage plus lent avec une vision de long terme. Et cette vision de long terme, ça serait de commencer par planter les arbres fruitiers parce que tous les arbres sont des plantes pérennes, mais donc elles vont donner chaque année. Mais il y a un temps de latence important. Avant de rentrer en vraie production, il faut, on va dire, 5, 6, 7 ans pour commencer à avoir les grosses productions. Et donc, si chaque année, on fait que du potager, ben, on recule ce délai, ce temps de latence, il est reculé en permanence, sachant que quand on démarre, on ne peut pas non plus tout faire. Hein. C'est très difficile d'attaquer partout. Donc, il y a un peu ces deux philosophies-là qui sont démarrage rapide ou démarrage lent. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, de votre côté. Moi, je peux te répondre tout de suite. Oui. J'ai acheté un verger. Voilà. Donc la question des arbres, non mais c'est pas beauté en touche. Hein. C'est-à-dire que je me suis posé effectivement la question des arbres. J'ai sur l'un de mes terrains, j'en ai planté parce que le verger que j'ai acheté, il y a principalement des pommes et des conneries comme ça, quoi. Donc il y a pas, c'est tout dans les vergers français, t'as tout le temps les mêmes fruits en fait, quoi. Tu vois. Donc il y a pas une énorme variété. Mais c'est pour ça que j'ai dit, lorsque tu choisis ton village au tout début, c'est important de commencer par regarder ce qu'il y a. Moi, j'ai acheté le terrain, j'ai acheté la maison, j'avais pas encore acheté le verger tout de suite, tu vois. Mais je savais qu'un jour ou l'autre, j'aurais l'occasion d'acheter un verger. Là, j'ai acheté un verger, voilà. Donc, j'ai pas besoin d'attendre que les arbres que j'ai plantés ils poussent. Donc c'est pas noir ou blanc en fait. Ceci pour dire qu'il y a encore une troisième solution. Et puis il y en a peut-être encore d'autres. Voilà. Après, sur ce que je trouve ça très intéressant ce que tu racontes sur la vision du long terme et du court terme, parce que et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur le potager, c'est qu'il y a énormément de gens, ils arrivent, ils commencent tout de suite par faire un potager. Et la première année, ils font un potager. Ça se passe en général. La première année, ça se passe mal parce il faut s'occuper de plein d'autres choses de l'installation sur le site, donc ça se passe mal. La deuxième année, ça commence à bien aller, tu vois. Et puis la troisième année, on se dit on va planter les arbres. Sauf que s'il faut 5 ans ou 6 ans pour que les arbres ils arrivent à maturité, alors il faudra 5 ans ou 6 ans à partir de la troisième année. Alors que si tu les avais plantés la première année, il en faudra plus que 2 ou 3. Et donc tu as perdu 3 ans en fait. Donc ceci pour dire que là, je suis d'accord. Là, je suis d'accord. Moi, j'ai regretté de ne pas avoir planté plus d'arbres au départ. Parce qu'au départ, j'en ai planté quelques-uns et je me suis plutôt concentrée sur le potager. Et j'ai regretté à la suite de ne pas avoir commencé par ça. Et d'ailleurs, quand on a eu l'opportunité d'avoir le deuxième terrain, cette fois-ci, j'ai pas fait la même boulette. J'ai mis d'abord des arbres. Bah pour ma part, sur ce sujet-là, si je coupe personne, nous concernant effectivement sur le terrain, il y avait déjà aussi des arbres d'installer, parce qu'en fait le terrain est un morceau d'un verger qui a été redécoupé, donc il y avait des vieux pommiers, et on est arrivé en fait cette année, et directement là dès cet automne, on a planté de nouveaux arbres fruitiers. Et du coup, cette année, on avait effectivement démarré un petit morceau de potager, installé les poules et tout ça, mais tout se fait petit à petit. Mais ouais, on n'a pas fait on a eu ce bon conseil-là, effectivement, de commencer dès le départ à mettre les arbres et à voir sur le long terme. On verra dans 5 ans ou plus ce que ça nous donnera. Après, je rebondis vite fait là-dessus. Sur l'autre terrain, nous, alors, on a parlé, non, c'était avant le live, on a évoqué vite fait la chose. Le deuxième terrain, c'est à la fois moitié forêt, moitié friche.
Donc c'est assez particulier d'essayer de cultiver là-dedans. Par contre, l'avantage, c'est qu'il y avait déjà plein de choses à manger naturellement, plein de choses comestibles naturellement. Par exemple, de ce truc-là, on sort des kilos de mûres. Typiquement, on peut faire des kilos de confiture de mûres qui poussent toutes seules. Il y avait aussi, comme pour Vic, des vieux pommiers, puisque avant, c'était en partie un verger, donc qu'on a essayé de restaurer. Alors, bon, je ne suis pas spécialiste avec les arbres, donc j'espère que je ne leur ai pas fait plus de mal que de bien, mais ça, c'est un autre problème. Mais sans rien faire du tout, ce truc-là, ce terrain-là, produisait déjà de la nourriture, beaucoup de nourriture en fait. Donc, d'ailleurs, Stéphane, tu as évoqué tout à l'heure le fait de s'intéresser aux plantes sauvages comestibles autour de chez soi, etc. Et quand on regarde, il y en a énormément en réalité. Donc, selon le genre de terrain qu'on récupère, en fait, pour ceux qui récupèrent des grands terrains ou des parties forestières, etc., avant de vous lancer tête baissée à faire des trous partout et à planter des arbres, regardez déjà ce qu'il y a à la base. Ça paraît évident dit comme ça, mais il y en a beaucoup qui ne le font pas. Ils se disent on rase tout d'abord et après on réfléchit. Non, rasez pas tout, regardez quand même d'abord. Ouais, c'est ça, parce que ça, tu rases et puis tu te rends compte qu'en fait, tu as rasé des trucs qui produisaient de la nourriture, quoi. C'est ça, c'est ça. Ouais. Sachant aussi qu'il y a des techniques qui permettent d'améliorer l'existant. Si vous avez par exemple une forêt avec des châtaigniers, vous avez la possibilité d'utiliser les racines d'un arbre en le recépant. Il va y avoir des rejets. Et ces rejets, on a tout à fait la possibilité de les greffer avec des variétés sélectionnées, cette fois des variétés qui vont donner des fruits intéressants. Et ça permet d'avoir, on va dire, des châtaignes, des grosses châtaignes, des gros marrons intéressants, avec un temps de latence qui est de 4 ou 5 ans, alors que le châtaignier, pour avoir une vraie production, il faut 10-15 ans, quoi. Donc, bien sûr, toujours analyser l'existant, sachant qu'on peut aussi greffer pas mal de plantes sauvages. Et sur ces plantes sauvages, on va pouvoir mettre des choses qui sont intéressantes. Et ça permet de gagner des années par rapport à la création d'un verger. On va faire son trou et on va planter des petits sions, quoi. Alors, ça aussi, c'est très important. Le démarrage, c'est aussi savoir, à mon avis, c'est aussi savoir quelle est identifier la nourriture disponible à proximité. Nous, par exemple, près de chez nous, on a une forêt, il y a plein de châtaigniers partout. On va dire, il y a qu'à se baisser pour ramasser, quoi. Donc, des fois, l'autonomie alimentaire, elle démarre aussi en allant se promener, en allant dans les forêts communales, et puis en prenant le temps et en se donnant un peu la peine de faire sa récolte de châtaignes, de faire des récoltes. Sans même parler de plantes sauvages auxquelles on n'est pas habitué. Hein. Bien sûr, tout le monde n'a pas forcément envie de manger que des orties et des feuilles de tilleul, mais déjà le châtaignier, c'est une possibilité, le noyer, il y a un certain nombre de choses qui sont à donner. Les champignons, bien sûr, ça fait partie, on va dire, des classiques. Hein. Ça fait partie des classiques pour démarrer en autonomie. Hein. C'est de voir quels sont les coins à champignons, demander aux anciens, je sais pas ils sont pas toujours enclins à donner leur coin, hein, mais ça se comprend, hein, et puis trouver soi-même, hein, c'est aussi sympa. Hein, voilà. Et ça, c'est pas de la culture, c'est juste du ramassage. Hein. Juste du ramassage. Et on peut obtenir des quantités intéressantes. Moi, par exemple, on ramasse des châtaignes et puis on les broie, on fait de la farine. Je vais vous montrer, j'ai amené voilà, par exemple. Ça c'est fait, c'est de la farine de châtaigne et c'est fait avec les châtaignes de la forêt. Hein, voilà, avec un petit moulin. Donc ça, c'est une possibilité qu'il ne faut pas négliger. En plus, c'est délicieux. Je suis d'accord. Ouais. Les champignons, chez nous, c'est pareil. Hein. Quand ça s'y met, ça peut être par panier entier. Hein. Vous y retournez tous les jours et tous les jours, vous en ramenez autant. Donc, pour peu d'avoir la possibilité de les sécher et de les conserver, c'est hyper intéressant, quoi.
Il faut les connaître un petit peu. Hein. C'est sûr, les champignons, il faut faire un peu attention. Hein. Il y en a des mortels. Mais oui, on peut même ramasser des glands et puis faire des tartes aux glands, enlever le tanin, c'est facile. Hein. Il suffit de débouillir plusieurs fois dans plusieurs eaux. Donc la nourriture provenant du sauvage, ça peut être une part intéressante effectivement de l'autonomie alimentaire. Alors par contre, ça implique quand même d'adapter un petit peu son régime alimentaire, trouver des recettes, faire des essais, etc. Il faut se donner un petit peu de mal pour que ce soit sympa, hein, et qu'on ne soit pas trop désarçonné ou dépaysé par ce qu'on mange. Donc peut-être ça aussi, ça fait partie de l'apprentissage et ça fait partie de ce à quoi il faut s'intéresser. À mon avis, c'est un passage obligé. Comme l'heure avance, si ça vous intéresse, c'est ballot parce qu'on a vraiment pas. J'ai l'impression qu'on a vraiment que survolé le démarrage de l'autonomie alimentaire. Mais comme on a dit qu'on parlait aussi des stocks, est-ce que vous voulez qu'on continue un peu sur l'autonomie ou on enchaîne sur les stocks? Je voudrais dire un petit mot sur les animaux. Vas-y. Dans le cadre du démarrage. Nous, on a tardé, on a mis beaucoup de temps à démarrer le poulailler. Et je regrette d'avoir mis tout ce temps parce que finalement, ça fait quand même partie des choses qui sont très simples, hein, la production d'œufs et de volailles. À partir du moment où on a une bonne clôture et puis une porte qui s'ouvre et qui se ferme toute seule, le soir, elle se ferme toute seule, le matin, elle s'ouvre toute seule. La quantité de travail pour obtenir les œufs et puis avoir de temps en temps la possibilité d'abattre une volaille, elle est très très faible. Et juste le rendement par rapport au temps investi, au travail investi, il est très intéressant. Alors après, il faut avoir un peu de surface pour avoir une approche un peu extensive des choses, mais ça, c'est intéressant. Est-ce que vous avez une expérience là-dessus? Sur la surface, oui, moi je voudrais dire un truc sur la surface, que ça fait encore partie des choses à voir avant d'acheter le terrain. Il y a quelqu'un qui pose beaucoup plus haut dans les commentaires la question de quelle surface il faut pour commencer en autonomie alimentaire. Je pense que c'est une mauvaise question. Parce que si tu dis quelle surface il faut pour commencer en autonomie alimentaire, tu laisses entendre que lorsque tu auras évolué dans ta pratique de l'autonomie alimentaire, tu feras les choses sur une plus grande surface. Or, comme le disait Stéphane tout à l'heure, en fait, c'est au début qu'il faut savoir de quelle surface tu vas disposer pour faire ton autonomie alimentaire. Si tu démarres sur une petite surface et que tu n'as pas de quoi agrandir ta surface, ben c'est mort. Voilà, tu sais déjà que tu vas avoir une limite. Ah, zut, Stéphane est reparti. Bon, il va revenir. Par exemple, l'expérience de Maud est intéressante, je trouve. Elle a démarré sur 500 mètres carrés, mais il y a eu une limite. Il y a eu une limite de taille, et du coup, elle est repartie sur 3000 mètres de plus. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis là. Parce que sur 500 mètres carrés, au bout d'un moment, c'est pas assez. C'est trop petit. Ah non, ça serait pas assez. Non, clairement, ça serait pas assez. Et puis, justement, il y a quelques temps, il y avait une vidéo sur l'autonomie où il disait, c'était Antoine le potagiste qui disait qu'il n'y avait pas forcément besoin de grands, etc., et que c'était pas la peine de voir des hectares. Moi, je dis ça dépend de ce que tu veux faire, parce que évidemment, plus tu vas avoir de surface et plus tu vas pouvoir faire de choses. On peut pas dire que la surface ne compte pas. Par contre, il faut pas se dire je fais rien parce que j'ai pas grand chose. Parce qu'en fait, même sur petit, on peut faire plein de trucs. Avant d'avoir le deuxième terrain, sur 500 mètres carrés, j'avais déjà des poules, des ruches, un potager et quelques arbres fruitiers, pas beaucoup, plutôt des petits fruitiers, mais j'avais déjà pas mal de choses. Alors, je ne vais pas dire que j'étais autonome, je ne le suis toujours pas d'ailleurs, mais néanmoins, je produisais quand même déjà pas mal de choses, quoi. Ce qui réduisait considérablement les besoins d'achat. Et en plus des cueillettes sauvages dans l'environnement, etc. Et pourtant, je n'avais pas grande surface. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire par rapport à ce que disait Stéphane tout à l'heure. Bien sûr, si on a un projet et qu'on sait où on veut aller, il faut acheter le terrain en fonction de ça. Mais c'est pas parce qu'on n'a pas les moyens de ses ambitions qu'il faut rien faire du tout. Voilà. On peut déjà faire beaucoup.
Ouais, du coup, je me permets de continuer. Antoine, je suppose que c'est toi qui avais posé la question tout à l'heure. C'est très bien ce que tu fais, en fait, de compartimenter par domaine, tu vois, verger, potager, poulailler. Parce qu'en fait, les surfaces sont différentes. Par exemple, poulailler, question piège. Un poulailler, tu peux faire un petit poulailler le poulailler de ma grand-mère, dans sa cour, il devait faire une quinzaine de mètres carrés. Sauf que, en réalité, la surface de ton poulailler, ça va pas être 15 mètres carrés, ça va peut-être encore être 100 mètres carrés de plus pour faire pousser du maïs pour donner aux poules. Donc poulailler, ce sera pas 15, ce sera 15 plus 100. Plus 100, plus éventuellement 50 mètres carrés encore pour autre chose. Et c'est ce qu'on disait. Alors, je ne sais pas si c'était c'était tout à l'heure quand on était en off, mais lorsqu'on compte les animaux, en fait, dès lors que tu comptes des animaux, il faut compter les surfaces de production de la nourriture en plus de la surface que tu consacres aux animaux. Et même pour, je vais dire un truc à la con, quoi, mais même pour des vaches que tu mets dans une prairie, si tu dois en plus produire quelque chose pour l'hiver, eh ben, ça veut dire qu'en plus de la surface de ta prairie, tu as encore besoin d'encore une autre surface. Donc, poulailler, je vais te répondre, ça dépend du nombre de poules. Voilà. Potager, on considère qu'à partir de 250 mètres carrés, on peut commencer à faire un potager familial qui ne sera pas autonome. Lorsqu'il y a eu le début de ce qu'on appelait les jardins ouvriers, alors la tradition des jardins ouvriers en France, malheureusement, elle s'est perdue, mais c'était l'idée de faire que chaque famille a son petit jardin. Voilà. Chaque famille fait son petit lopin de terre, il fait son petit quelque chose. On considérait à l'époque, c'était au 19e siècle, qu'à partir de 250 mètres carrés, le but, c'était pas d'être autonome, mais on pouvait produire suffisamment de nourriture pour arriver à contrer les mauvais jours, on va dire. Ceci étant dit, avec 250 mètres carrés, t'as pas un potager autonome, mais tu as déjà quelque chose de très, très, très consistant. Un potager de 250 mètres carrés, c'est énorme. Et enfin, le verger, y a quelqu'un qui disait une grosse bêtise, selon moi, il disait que pour être autonome en fruits, on avait besoin de 10 mètres carrés. Je pense, genre pas du tout. Je ne vais pas citer la personne, mais si elle regarde le live, elle se reconnaîtra. Non, 10 mètres, bien évidemment, on ne peut pas être autonome en fruits avec 10 mètres carrés, c'est absolument impossible. 10 mètres carrés, c'est même pas la surface d'un seul arbre. Donc, pour le verger, en fait, ça va dépendre de ce que tu veux produire dans ton verger. Moi, sur mon verger, je suis à environ 1500 mètres et je ne suis pas autonome sur mon verger. Je suis autonome avec le complément de la forêt comestible, mais là, ça se chiffre en hectares. Voilà. Donc, quelle surface minimum pour un verger? Allez, minimum 1500 mètres. Pour un potager, minimum 250 mètres carrés. Et pour un poulailler, minimum 300 mètres carrés. Voilà. Après, il y a les astuces pour gagner de la place aussi, en mettant les poules dans le verger, par exemple. Comme ça, on peut combiner les deux. Enfin, l'astuce est bien connue, mais ça peut être une solution aussi pour ceux qui manquent de place ou qui veulent que leur poule ait beaucoup de liberté, enfin beaucoup d'espace. Ça peut être moi, je pense que la question de la surface que l'on doit avoir pour faire telle ou telle chose, cette question-là, elle est indissociable du temps qu'on veut y consacrer. Si on a une surface plus petite, eh bien, on peut compenser dans une certaine mesure avec plus de travail. Par exemple, je suis d'accord. Une personne qui veut être autonome en fruits peut avoir un verger, on va dire, extensif, avec des grands arbres qui nécessitent peu d'entretien. Alors, il faudra une échelle pour aller ramasser, il faudra un cueille-fruits, etc., mais beaucoup moins d'entretien, mais une production au mètre carré moindre que si, par exemple, on plante des arbres avec un faible écartement, des formes qui nécessitent beaucoup de taille, qui nécessitent d'être palissées et qui demandent beaucoup plus de travail. Là, on va avoir une production au mètre carré beaucoup plus importante, donc il y aura besoin de moins de mètres carrés, mais on va venir compenser ça avec beaucoup plus de travail. Donc, dire il faut telle surface pour faire ça, telle surface pour faire ça, etc., pour moi, c'est une mauvaise question. Bon, on va dire en termes d'approche, il faut la combiner avec quelle surface et qu'est-ce que j'investis comme travail dedans. Voilà.
Et une autre chose qui est très importante à mon avis, c'est de réfléchir en termes de combinaison, parce qu'on peut faire plusieurs choses au même endroit. Par exemple, on peut combiner des arbres avec un potager, surtout dans les zones où tu vas avoir des très grosses chaleurs, où il faudra plutôt avoir de l'ombre l'été pour que tes légumes ne crament pas. Ou alors on peut combiner par exemple un verger avec un poulailler. Donc laisser les poules divaguer dans le poulailler qui va faire 1000 ou 2000 mètres carrés et trouver leur nourriture, c'est deux usages au même endroit. Bon, mais là encore, à chaque fois qu'on utilise ces combinaisons-là, on se crée un travail supplémentaire. Et là encore, il faut raisonner aussi en termes de temps de travail. Si je mets les poules dans un verger, il va falloir que je clôture une beaucoup plus grande surface pour les sécuriser, pour éviter qu'elles s'en aillent, que si je les mets dans un tout petit truc et que moi j'amène la nourriture et elles vont se contenter de 10 mètres carrés par poule ou même moins. Donc là encore, toujours raisonner par rapport à quelle quantité de travail je vais investir et de quelle surface j'ai besoin. Le principe général, c'est que si on a plus de surface, eh ben, on va pouvoir avoir un peu moins de travail d'une certaine façon, puisqu'on va pouvoir, entre guillemets, gaspiller de la place. On va pouvoir avoir un entretien beaucoup moins intensif des choses. Voilà, c'est ce que je voulais rajouter. C'est une bonne vision de voir les choses, je pense. Ouais. Et alors, tout le monde est d'accord. Surtout qu'on a un boulot à côté. Ouais. Et là encore, la difficulté, c'est quel temps j'investis dans le projet. Hein. Parce que être autonome, travaillant 35 heures par semaine, c'est sportif. Hein. À mon avis, moi, c'est pratiquement impossible. Non, mais là, on sort du sujet du démarrage, mais c'est une question super importante, ça. Le temps de travail sur le potager et tout ça. En fait, il y a beaucoup de gens qui voient le potager comme un loisir, et donc dès lors que c'est un loisir, ils se disent, oui, mais c'est normal que j'y passe 7 à 8 heures par semaine. Et c'est vrai, si c'est un loisir, et c'est bien, et c'est fun. Le problème, c'est que quand tu travailles dans la semaine, bah, le week-end, tu as envie de le passer avec tes proches, tu as envie de faire autre chose que d'être tout seul au potager, quoi, tu vois. T'as pas un temps qui est énorme à consacrer au potager, hein. Et... Ah, on a reperdu Vic, zut. On a reperdu Vic. Voilà, bref. Mais dans le foyer, si par exemple les deux conjoints travaillent à l'extérieur, avec des boulots à temps plein, on va dire le truc classique, 35 heures par semaine et puis un peu de trajet, l'autonomie, on va dire, ça ne sera qu'un loisir et ça sera certainement pas quelque chose sur laquelle ils vont pouvoir compter parce que il faut quand même y investir du temps. Hein. On ne peut pas imaginer démarrer un projet d'autonomie alimentaire en se disant bah, je veux faire ça le soir. Le soir, l'hiver, on arrive, on est crevé, il fait nuit, on n'a qu'une seule envie, c'est pas de sortir, hein, c'est de rester dans la maison. Hein. Donc, faut être disponible en journée. Moi, je pense qu'il faut envisager les choses, soit avec un des deux conjoints, par exemple, qui s'occupe de l'autonomie sur place. Et la difficulté, ça va être, est-ce qu'il ne va pas s'ennuyer tout seul toute la journée, tous les jours de sa vie, à faire des trucs pendant que l'autre va bosser. Ou alors deux boulots à temps partiel, ou alors trouver à travailler à la maison, trouver une activité économique à la maison qui permet à temps partiel, qui permet de ne pas avoir à faire ses trajets. C'est une vraie organisation de vie, en fait. Hein. Si on cherche à avoir une autonomie alimentaire, il faut réfléchir en termes d'organisation familiale, mais complète. C'est une réflexion qui doit aussi s'étendre à est-ce que je vais travailler dehors ou est-ce que je travaille à temps partiel, qu'est-ce que je donne comme priorité dans mon existence. Hein. L'autonomie, c'est pas un truc qu'on fait et puis on arrête au bout d'un mois et puis on reprend le mois suivant. Ça peut pas marcher, hein, ça demande de la constance. Ouais, c'est clairement un mode de vie à faire vraiment au quotidien. Quoi. C'est pas un, c'est pas un loisir. Tu peux pas faire ça entre la poire et le fromage. Moi, je trouve ça très sympa, les gens qui font du potager parce que c'est un loisir, ils aiment bien gratouiller, etc. Bon, s'ils ont un boulot à côté, c'est pas le même enjeu non plus, hein, parce que je veux dire, si à un moment donné ils ratent, ils n'ont pas les productions qu'ils espéraient, etc. Bon, bah, ils ont toujours un salaire, ils peuvent toujours aller faire les courses. Hein. Pour l'instant, on n'est pas en situation d'effondrement.
Donc, on peut se donner un droit à l'erreur, hein. Si, par contre, on compte vraiment dessus, ça implique un engagement, je ne vais pas dire total, mais un engagement très important, hein. Donc, c'est peut-être aussi une question qu'il faut se poser avant de démarrer en autonomie, de se dire quel temps je peux y investir, et puis est-ce que je vais pouvoir avoir de la constance dans l'année. Moi, j'ai un exemple en tête, je connaissais des personnes, donc le mari faisait un potager, et puis madame, elle voulait partir en vacances du 15 juillet au 15 août. Donc, il y a un moment, ça coince, quoi. Je veux dire, il y en a un, il veut faire le potager. Oui, tu fais ton potager donc au printemps, on plante des trucs et des machins. Et puis, tiens, le 15 juillet, on part en vacances et on revient le 15 août. Bon, bah là, il faut laisser tomber, quoi. C'est pas la peine. Hein? Et puis même après, une fois que tu as les animaux, enfin je veux dire, les animaux, tu peux pas leur dire bah non, aujourd'hui je travaille, tu mangeras demain. Ah bah non, aujourd'hui il fait froid, il neige, non, bah tu mangeras demain, tu sors pas aujourd'hui. Enfin quand tu vas ouvrir aux poules le 3e jour, c'est fini quoi, il n'y a plus personne. Hein. Donc voilà, Oui, c'est sûr que. Bon, bah là, j'arrose pas, je suis en vacances. Non mais c'est ça quoi, c'est tous les jours, c'est quel que soit le temps, c'est quel que soit le. Enfin voilà quoi, ça faut bien se mettre dans la tête. Sur les animaux, on peut quand même automatiser certaines choses, surtout avec le poulailler. On peut pousser assez loin l'automatisation. Bon, moi, je suis parti 10 jours à Noël, mais les poules, elles sont restées 10 jours, elles sont débrouillées. Hein. Avec les systèmes que j'ai en place, il y a une porte qui se ferme, une porte qui s'ouvre. Le matin, elle s'ouvre, le soir, elle ferme. Les mangeoires sont pleines, les abreuvoirs sont pleins. Ça peut prendre quelques jours. Mais moi, là, je viens d'avoir. Alors que moi, je viens d'avoir 15 jours, là, où tous les matins, c'était tour de tous les animaux à l'eau chaude pour décongeler les abreuvoirs. Oui, bon, là, c'est normal. Voilà. Hein, bon, c'est sûr. Bah, oui, mais bon, voilà, c'est quand ça arrive, bah, tu peux pas te dire, bah non, bah, aujourd'hui, j'ai pas envie d'aller, bah non. Parce que les animaux, il faut qu'ils boivent. Ils ont qu'à sucer la neige et puis. C'est ça. Ils ont qu'à sucer les glaçons. Non, mais voilà, quoi. Il y a des choses, il y a des jours où on n'a pas le choix, même si t'as pas envie qu'il fait froid, qu'il fait pas beau, que truc, bah ouais, mais c'est comme ça, quoi. Donc, c'est un engagement important, en fait. Démarrer en autonomie alimentaire, c'est vraiment quelque chose. C'est un choix qui structure toute la vie, en fait. C'est structurant comme choix. Non, mais c'est intéressant. Moi, je trouve que le live est beaucoup plus intéressant que ce que je pensais. Parce qu'en définitive, on a parlé du notaire, on a parlé de la relation de couple, on parle de tout un tas de choses qui sont fondamentales pour l'autonomie alimentaire et pour le moment, on n'a toujours pas parlé du potager. Hein. Et je trouve ça. Non, mais c'est vrai. Et c'est des choses que les gens ils doivent se dire. C'est-à-dire qu'il faut regarder ailleurs. Quand on veut commencer en autonomie alimentaire, il y a plein de questions autres que le potager qui se posent. Voilà. Juste une remarque sur ce que tu disais sur le... mais une remarque qui est valable pour l'ensemble de ce qu'on a dit sur le temps, c'est qu'il existe en fait des techniques quand même à chaque fois. C'est-à-dire que la technique permet de résoudre certains des problèmes liés au temps, liés à l'arrosage, liés à l'absentéisme. Il y a tout un tas de méthodes. Alors, moi, je fais toujours la promotion de ce mec. C'est un survivaliste des années 70 qui pensait qu'on était face à un effondrement et qui, dans le cadre de cet effondrement, le mec, c'est un Australien. Il a écrit un bouquin. Il a inventé une méthode de production agricole qui s'appelle la permaculture et qui était conçue pour, dans une situation d'effondrement, fonctionner sans pétrole, fonctionner sans interaction avec qui que ce soit d'autre et de manière entièrement autonome. Et l'intérêt de cette technique de production alimentaire, c'est qu'elle est conçue, tout est conçu uniquement pour une chose. Vraiment, il n'y a qu'un seul truc, hein, c'est réduire le temps de travail. Quand tu parcours, et après il a sorti un deuxième bouquin, ça s'appelle Introduction à la permaculture, et à partir de là, ça commençait à partir en sucette. Mais les deux premiers livres,
ça saute aux yeux. Ça saute aux yeux que son truc, et d'ailleurs même le concept d'agriculture permanente, c'est ça. C'est une agriculture qui se fait sans que tu foutes rien, quoi. Tu bosses pas, et puis tes fruits et légumes, ils poussent tout seuls. Alors, donc voilà. Et réduire le les temps de intrants. travail. Réduire les intrants, ouais, tout à fait. Après, juste un autre petit truc, et je sais que tu connais toi en plus Stéphane, c'est les Oya. Moi, je suis parti cet été. J'avais des tomates que que j'ai laissé tout un mois d'août sans les arroser. Je suis revenu, les tomates étaient toujours là, très belles, hein, il n'y avait pas de souci. Elles ont passé l'été. Donc une technique sur les tomates. Et puis après, si tu fais une somme de techniques sur une somme de trucs, ouais, c'est ça. Être fainéant, c'est s'obliger à être efficace, mais je suis d'accord. Mais c'est ça. C'est ça. C'est à un moment, tu vois un truc comme un effet de performance. Voilà, tu veux juste obtenir un résultat et tu te dis, pour obtenir ce résultat, je veux faire le moins d'efforts possible. Le principe même du zonage, il part de ça. L'idée même de faire du zonage, c'est ça. C'est d'être radin sur ton temps jusqu'au point extrême où tu es radin sur le temps pendant lequel tu marches. Tu vois, tu marches le moins possible sur les distances le plus courtes possible. C'est le summum du radinage. Bah, moi, je dirais qu'en termes de temps de travail, bon, c'est peut-être pas feignant le bon terme. Moi, je dirais plutôt économe. Économe. Alors là, on est plutôt dans la vertu plus que dans le vice. Alors, bien cherche sûr, l'efficience, quoi. Hein. Mais c'est sûr que économiser sa peine, et c'est une clé aussi de la réussite pour être en autonomie, pour arriver à un résultat probant sur l'autonomie. D'ailleurs, il y a une chose que l'on ne dit pas suffisamment en termes d'autonomie. Moi, je vois beaucoup de vidéos qui circulent sur, on va te dire, voilà, tel plan, on a besoin de ça, etc. Mais on va dire l'aspect systémique d'une approche en disant, voilà, je cherche à éviter du travail inutile, je cherche à me faire aider par une certaine technologie, par des systèmes que j'ai conçus et pensés à l'avance. Effectivement, c'est ça qui fera la différence entre l'échec et le succès. Et malheureusement, je pense que dans les vidéos qu'on voit circuler, c'est un aspect des choses, l'organisation, sur lequel on n'a pas assez de contenu. Il n'y a pas assez de gens qui réfléchissent à ça, l'organisation. Qu'est-ce que je mets pour économiser mon temps par rapport à l'arrosage? Qu'est-ce que je mets pour économiser mon temps par rapport à l'entretien des animaux? Je vais donner un exemple. Moi, j'ai un poulailler qui est en plastique. Bon. Alors, tu as des gens qui vont te dire, ouais, non, le plastique, c'est machin, c'est pas bien et tout. Maintenant, je vois le temps que je mets pour nettoyer. C'est un cube de 1000 litres dans lequel j'ai installé des perchoirs. Et au fond, je mets de la paille. Et ce cube de 1000 litres, j'ai conservé le robinet d'évacuation. Donc, j'enlève la paille sommairement, et après, je mets un coup d'eau dedans et c'est propre. Et voilà, j'ai rien d'autre à faire. Et alors, quand je vois des gens qui font, par exemple, des poulaillers en bois, alors ils sont obligés de les gratter comme des malades, puis après de passer la lampe, de passer le chalumeau, parce qu'il y a des bêtes qui se mettent dans le bois et qui viennent parasiter les poules. Moi, tout ça, je ne connais pas. Je passe un coup d'eau et c'est propre. Voilà. Bon, ça, c'est une économie sur le travail qui, mise bout à bout avec d'autres systèmes, qui permet d'avoir un résultat où, sans s'épuiser et sans finir par abandonner, tellement il y a du boulot à faire. On a l'impression qu'on n'y arrivera jamais, quoi. Hein. Donc, se trouver des systèmes pour se faciliter le travail, à mon avis, c'est prioritaire. C'est prioritaire sur toute autre considération. Alors après, il y a des gens qui ne peuvent pas s'empêcher de te critiquer en te disant « oui, mais bon, le plastique, c'est pas écolo, le plastique ceci, le plastique cela ». Après, il faut arriver à prioriser ces critères. C'est quoi ton critère premier? Si ton critère premier, c'est l'autonomie, eh ben, il faut viser un gain de temps, il faut viser une efficacité, etc. Il y a une deuxième chose aussi que je trouve très importante quand on réfléchit à un démarrage en autonomie, c'est de réfléchir aux quantités qu'on va produire. Et là, là-dessus, je ne vois pas beaucoup de gens qui réfléchissent, surtout par rapport à ce que l'on consomme d'un point de vue alimentaire sur une année entière. Bon, parce que
En autonomie, on a un cycle qui est d'1 an. On réfléchit sur une saison. Bon, il y a combien de repas en une année? Combien il faut faire de kilos de pommes de terre? Combien il faut obtenir de kilos de courges, de kilos de tomates, de kilos de ceci, de kilos de cela? On ne planifie pas assez les quantités que l'on souhaite obtenir. Alors, il y a une bonne idée, il y a un point de départ à avoir, c'est de se dire, on raisonne sur des quantités moyennes. On va dire, allez, je fais 1 kilo de tomates par pied, je fais 1 kilo de pommes de terre par mètre carré. Et puis après, on se donne une certaine marge de sécurité parce qu'on sait que tout ne va pas marcher. Donc l'idée, c'est peut-être de multiplier tout ça par 1,5 ou par 2 et par le nombre de repas qu'il y a dans l'année. Si on veut vraiment être autonome, il ne faut pas faire 5 mètres carrés de pommes de terre, 3 pieds de tomates, il faut viser des grosses quantités. Il faut aller sur les grosses quantités. La pomme de terre, il m'en faut 200 kilos. Je fais des courges, je plante 30 pieds de courges. Il y en a peut-être la moitié qui ne marcheront pas. Je vais peut-être avoir une petite récolte, ça va être décevant, etc. Mais j'aurai quand même de la quantité. Donc, viser des choses quantitatives, c'est comme par exemple dans le verger, on parlait tout à l'heure des vergers. Moi, je pense qu'il faut avoir au moins 5 arbres de chaque espèce. 5 figuiers, 5 pommiers, 5 poiriers, 5 pruniers, parce qu'il y en a toujours un ou deux qui ne vont pas marcher, il y en aura un qui va être renversé par la tempête, etc., etc. Et puis toujours raisonner en termes de production moyenne. Voilà, un prunier, il me fait 10 kilos, il me fait 20 kilos. Bon, je vais compter plutôt 10 que 20. Et puis, je vais avoir quelque chose de généreux. Et si j'ai des surplus, je pourrais les troquer. Je pourrais les conserver pour l'année suivante. Et j'aurai toujours beaucoup plus de possibilités que si je n'ai pas réfléchi au départ à mes quantités ou si j'ai prévu trop juste. Donc ça aussi, cette planification-là, dans les vidéos qu'on voit circuler sur YouTube, on ne la voit pas du tout. Les gens ne réfléchissent pas en termes de quantité. Moi, je fais par exemple des conserves. Bon, tarif moyen, quand je fais une préparation de conserve, c'est au moins 30 pots. Sauce tomate, c'est au moins 100 pots. Je fais les cerises au sirop, je fais 100 bocaux. Pourquoi? Parce que j'ai un raisonnement sur 2 ans et parce que je me dis, si j'ai des surplus, là encore, je vais troquer, je pourrai changer, etc. Donc, viser les choses quantitatives. Et il y a aussi un autre travers que l'on voit dans les vidéos qui circulent sur YouTube sur l'autonomie, c'est qu'il y a une espèce de course à l'exotisme. On parlait tout à l'heure du chocolat et des gens qui essayent de faire du chocolat à Bordeaux, etc. Les gars, faut laisser tomber ça, ça vaut pas le coup. Allez tout de suite sur quelque chose qui va fonctionner. Vous savez que ça va fonctionner, ça vous donnera un minimum de peine et vous aurez des quantités. Il faut viser la quantité. Après, c'est sûr qu'avoir du chocolat, c'est sympa. On peut toujours rêver à avoir des plantes qui ne poussent pas chez nous. Mais ça, pour moi, c'est à mon humble avis, c'est une perte de temps. Si vous voulez manger du chocolat, vous l'achetez à la grande surface et puis vous ne cassez pas la tête. Pour moi, ça ne vaut pas le coup. Ça ne vaut pas le coup de s'embêter sur des trucs pour lesquels vous allez devoir amener des intrants, vous allez devoir amener du travail, des serres, etc. Ça ne vaut pas le coup. Ne visez pas l'exotisme, allez sur ce qui fonctionne, allez sur ce qui est, on va dire, c'est comme dans les arts martiaux. Il y a 2 approches. Il y a des gens qui font des arts martiaux avec on va dire une vision très stylistique, des systèmes, etc. Et puis après, vous avez les arts martiaux vus par les militaires. Ils apprennent 5 ou 6 c'est ça, c'est la différence entre le karaté et le Krav Maga, en fait. Voilà, des trucs qui défoncent. Et on est dans l'efficacité et tout de suite, le type en face, il est mort. Voilà, donc c'est un peu cet esprit-là. Ne visez pas l'exotisme, n'allez pas dans les choses trop hors normes. Allez dans les trucs qui sont efficaces et raisonnez sur les quantités et mettez en place des choses qui sont adaptées à 3 repas par jour, multipliées par 365 jours par an, multipliées par le nombre de personnes qu'il y a sous votre toit. 4 personnes multipliées par 365, multipliées par 3 repas, vous imaginez la quantité de nourriture que ça se compte en centaines de kilos et certainement pas en kilos. Voilà ce que j'avais à dire là-dessus. Ce qui rejoint le sujet des stocks, dont on n'aura finalement pas parlé, mais... On peut. On peut encore parler un petit peu des stocks. Ouais. C'est important aussi. On a encore 5 minutes. Allez. Non,
Ouais. Alors, ce qui est amusant, on c'est fait que une moi, je émission commence- spéciale stock la prochaine Ouais, fois. enfin, l'émission spéciale stock après les... mais ce que je trouve intéressant, là, ça fait 1h30 qu'on a parlé. Je sais pas si ça va intéresser beaucoup de gens, les échanges qu'on a eus, parce que on est vraiment très terre à terre. Donc, je pense que les gens qui se lancent réellement en autonomie, ça va vraiment les intéresser. Les gens qui sont un peu plus curieux, qui sont juste curieux, peut-être ça va moins leur parler. Mais je trouve que là, on a mis plein de trucs sur la table, hein, que ce soit sur les surfaces de production, sur l'importance d'organiser le temps de travail, sur la place de la famille dans l'autonomie, sur l'achat du terrain, sur les choses qui se déterminent avant d'acheter le terrain, sur les relations avec les voisins. Je trouve ça très intéressant parce qu'on a vu que des choses fondamentales qui conditionnent la production du potager, elles n'ont rien à voir avec les carottes. Elles n'ont rien à voir avec le potager, en fait, quoi. C'est des domaines qui sont connexes et qui pourtant, c'est ça qui vont déterminer de si ça marche ou pas, quoi. Voilà. Juste sur... Ouais, on va essayer de parler un peu des stocks. Vous êtes d'accord qu'on essaye brièvement sur les stocks? Pas de souci. Qui veut commencer sur les stocks? Je veux bien si tu veux. Vic? Alors sur la question des stocks, donc on en a parlé un petit peu au début tout à l'heure. Pour moi, ça fait, dans ma démarche, vu que je viens plus du côté survivalisme que autonomie, le stockage, pour moi, c'est un petit peu ce qu'on va faire en primo intention avant de commencer toute démarche d'autonomie et de production de sa propre nourriture. Parce qu'en prévision de période de disette ou au cas où nous aussi notre production ne fonctionne pas ni dans un premier temps ou si on a un problème, ça va être hyper important d'avoir des réserves qui de toute façon, effectivement, vont pouvoir se constituer petit à petit, comme fait Stéphane, avec ses productions, ses bocaux, etc. Ça prend, je pense que tu nous le diras, Stéphane, ça prend des mois, des années pour démarrer un stock important avec ses propres productions. Et de fait, ça va être important pour moi dès le départ, au début avec l'installation, avec peu importe les travaux ou autre chose, et démarrer en même temps que l'installation, l'emménagement, un premier stock alimentaire. Après, le stock de nourriture n'est pas le premier, n'est pas le seul point auquel penser, mais à mon point de vue, je pense que ça va être important, parce qu'on est dans ces démarches-là aussi, de prévoir le au cas où, et d'avoir aussi de quoi ne pas dépendre des approvisionnements extérieurs en cas de besoin. Après, est-ce qu'il faut viser 1 mois de stock, 6 mois de stock, 1 an de stock? Ça dépend un peu des démarches de chacun. Certains visent 1 an de stock pour pouvoir faire une rotation complète et redémarrer à zéro les productions, ce qui est faisable aussi petit à petit. Le problème principal, ça va être, au-delà du budget, surtout l'espace de stockage. Ça va être le problème auquel moi je vais être confronté. Effectivement, je vais être dans un habitat alternatif. Je vais avoir ni cellier, ni cave, ni grenier. Donc niveau capacité de stockage, je vais être assez limité assez rapidement. Il va falloir que je trouve certaines alternatives, ou en tout cas que je pense un petit peu différemment le stockage. Voilà pour un premier mot rapide là-dessus. Ouais, moi sur le stock, je suis exactement dans la même ligne que toi en fait, Vic. C'est-à-dire que je fais le stock avant de commencer à produire de la nourriture. Et pour moi, la nourriture, c'est de l'argent. C'est-à-dire, il y a de la nourriture que je capitalise comme de l'argent, y compris de la nourriture que j'ai achetée. Notamment, je me suis constitué au fil des années un stock assez conséquent de NRG5, qui sont des rations lyophilisées qui ont entre 20 et 30 ans de durée de vie. Donc, ce qui est bien, c'est que je me les trimballe d'un lieu à l'autre. Tu vois, elles descendent un petit peu quand je manque de bouffe. Mais c'est du capital. C'est-à-dire que ce stock de nourriture est là. Je l'ai sous cette forme-là. J'ai des stocks de viande j'en parlais avec Steven la dernière fois. J'ai des stocks de viande également que j'ai. La plus ancienne que j'ai, elle doit avoir 5 ans, ma viande. Et elle est encore très bonne. Ça fait marrer Stéphane. Oui, je raconterai une petite anecdote tout à l'heure à propos des... Ouais, vas-y sur l'anecdote et je reprendrai ensuite sur... Il y a beaucoup de gens qui se posent la question, combien ça dure une boîte de conserve, combien de temps ça peut durer.
Et il y a des records comme ça qui ont été. Bon, faut savoir que les conserves de viande, ce sont celles qui durent le plus longtemps, hein. Mais les conserves durent beaucoup plus longtemps que ce qu'on peut imaginer. Il y avait par exemple des militaires en Italie qui avaient été préposés donc à la préparation des repas dans les années, on va dire 70, je crois, c'était dans les années 70 ou 80. Et ils passaient encore des boîtes qui étaient estampillées Mussolini pour nourrir les troupes. Donc, il y avait 40 ans, quoi. Qui avaient 40 ans. Donc, le stockage long terme, c'est pas du tout une fiction. On peut stocker de la nourriture pour pratiquement la moitié de la durée de sa vie, quoi. Hein. Alors surtout, ce qui se passe bien, effectivement, c'est tout ce qui est conserve de viande. Ça, c'est ce qui dure le plus longtemps. Dès lors que la boîte n'est pas abîmée, le contenu reste intact. Alors, il y a peut-être plus de vitamines dedans, hein, mais on a toujours les calories, en tout cas. Alors, je referme la parenthèse sur la durée de vie d'une conserve. Ouais. Et sur tes conserves maison aussi? Écoute, moi, j'ai consommé des conserves qui avaient 10 ou 15 ans d'âge. Je suis encore là. Donc, et puis, en fait, dès lors que le caoutchouc a conservé son intégrité et que tu as le bruit de succion à l'ouverture, ça reste consommable, hein. Bon. Après, il ne faut pas les mettre en plein soleil parce que là, les ultraviolets peuvent abîmer le produit. Si tu as ce bruit et que tu as l'odeur suspecte de la conserve, elle reste bonne. Moi, j'ai jamais eu de mauvaise expérience. On t'a un peu perdu, Stéphane. Sur la fin, tu étais déconné. Ouais, mais ceci pour dire, et ça rejoint le truc sur le démarrage en autonomie alimentaire, c'est que les stocks de nourriture, c'est quelque chose qu'on capitalise avec le temps, hein. Normalement, quand tu commences à avoir un certain âge, si tu as commencé à faire des stocks tôt, quand tu commences à avoir un certain âge dans ta vie, tu commences, t'as constitué des stocks derrière toi, quoi, et des stocks, t'en as, tu vois. Sur les conserves que tu fais toi, alors moi, j'ai pas des trucs de 15 ans, mais moi, j'ai des confitures qui ont 6 ans, 7 ans, et qui sont encore bonnes, tu vois. Donc, à partir de là, je les mange, je meurs pas. Si je suis pas mort, voilà. Peut-être je mourrai un jour, hein, mais pas d'avoir mangé une confiture. Oh bah tu sais, on meurt tous un jour. Hein. Ouais. Plus tard sera le mieux. Ouais, mais pas d'une confiture, tu vois. Au moins, je veux pas mourir d'une confiture. C'est trop con comme truc. C'est clair. Ouais, donc sur les stocks, il y a le lieu de stock, la question du lieu de stockage qui se pose, et effectivement, quelqu'un comme toi, Vic, c'est compliqué. Moi, pas seulement dans mon village, mais dans la région dans laquelle je me trouve, il y a une tradition des caves, quoi. C'est-à-dire que toutes les maisons ont des caves et ont même généralement des caves auxquelles on accède par l'extérieur. C'est-à-dire que t'as généralement une porte qui te permet de rentrer dans la cave, et puis t'as la maison qui est construite au-dessus. Et c'est vraiment intéressant. Les caves, elles servaient à ça, hein. Clairement, c'était pour stocker de la nourriture. D'ailleurs, quand j'ai acheté cette maison dans laquelle je me trouve, j'en ai visité plein autour des maisons, et j'ai vu comme une constante de voir dans les caves des systèmes de rayonnage, parfois très élaborés, pour stocker des choses. Et quand tu vois une cave, j'en ai vu genre une cave de 40 mètres carrés, imaginez ce que c'est que 40 mètres carrés avec des rayonnages de partout. Faut s'imaginer que du temps du papy ou de la mamie qui vivait là, il y avait de la bouffe de partout, quoi. C'est-à-dire, il y avait 40 mètres carrés de bouffe là-dedans. Donc, je sais pas, il y avait peut-être enfin, j'arrive même pas à me projeter ce que ça représente, mais il y avait peut-être 2, 3, 4 ans de nourriture pour une famille entière. Et à l'époque, c'était des familles avec... il n'y avait pas l'avortement, la contraception existait peu, donc c'était des familles avec 10 gosses, quoi. Voilà. Après, sur la durée des stocks, je veux rebondir aussi sur un truc qu'a dit Vic. Je pense que c'est fondamental d'avoir 1 an devant soi de stock. Parce que 1 an, c'est le minimum qui permet de faire des erreurs, tu vois. Si tu te plantes sur un truc
tu te plantes sur tes pommes de terre, bah, tu pourras le rattraper qu'un an plus tard, en fait. Voilà. Ouais, c'est ça. Ça te laisse une marge de manœuvre Ouais. assez sécurisante. Si t'as que 6 mois, il va manquer. Ça va manquer. Ça va obligatoirement manquer à un moment. Après, si c'est 1 an de Energy 5, ça va être compliqué à passer. Ouais, non, mais c'est dégueulasse. Mais le truc que je... non, alors, pour être là-dessus, moi, j'ai été sur ce type de bouffe. Il y a des gens qui se moquent, vous savez, ouais, vous mangez des orties, des conneries comme ça. Mais justement, c'est-à-dire que tu manges cette bouffe-là et tu peux très bien la compléter avec des orties, avec du poisson que tu vas pêcher à la rivière, avec 2-3 trucs que tu récupères, que tu récupères tout autour. Les gens qui ont conçu ce type de bouffe, ils l'ont conçu pour on est dans un bunker fermé, on reste dans le bunker et on mange que ça. Mais dans la pratique, tu n'es jamais dans cette situation, en fait. C'est juste tu peux utiliser ça comme un complément alimentaire et te nourrir avec une partie de la nourriture que tu n'auras pas produit, mais que tu auras récupéré à l'état sauvage autour de toi. Ou pour les naufragés en pleine mer aussi, pour compléter ta oui, aussi, c'est vrai. Ouais. Naufragés en pleine mer, on peut compléter. Après, ça pue. c'est pas. Vaut mieux stocker clairement des produits qu'on va apprécier et qui maintiennent une certaine normalité au quotidien, je pense, plutôt que d'avoir en stock des produits orientés très survie. Après, pour le moral et la rotation, c'est pas l'idéal, je pense. Surtout je au suis niveau d'accord familial. avec toi, et c'est ce que dit Vol West, qu'il faut stocker ce qu'on mange et manger ce qu'on stocke. Mais dans la pratique, moi, je vivrais pas de manger tous les jours ça, tu vois. Mais dans la pratique, faire 2-3 repas par semaine en mangeant ça, franchement, ça se fait, quoi. Ça se fait. En plus, c'est super pratique comme nourriture. C'est-à-dire que t'as pas de préparation à faire, sauf si tu dois donner ça à des enfants en bas âge, tu dois y réhydrater, mais sinon tu croques dedans directement. C'est dosé pour qu'il y ait de la protéine, il y a du glucide, il y a des lipides, il y a à peu près tout pour faire un repas équilibré. Ils ont même foutu des vitamines dedans, tu vois, ils te mettent du complément de vitamines. Voilà. Je suis d'accord, mais la question du moral, c'est la même que pour le chocolat, hein, tu sais. Oui, tout à fait. Ouais. Ah, donc, tu te mets Energy 5 et chocolat, Alors, t'es bon. moi, si je peux dire un petit mot par rapport au stockage, comment je vois les choses. En fait, je pense qu'il faut d'abord se poser la question de pourquoi on stocke. Et il y a deux approches. Soit vous stockez des choses que vous avez produites, soit des choses que vous avez achetées ou échangées. Et si vous n'êtes pas en capacité de produire, effectivement, le stock, ça va être ce que vous pouvez acheter. Si vous avez une production qui est basée sur un cycle annuel, la problématique du stockage, pour moi, elle est surtout comment c'est l'hiver. Et tout à l'heure, vous parliez d'avoir 1 an de stock. À minima, la problématique, c'est un stock tournant qui se remplit. Alors, si vous avez des grosses productions, ça va se remplir août, septembre, octobre, novembre. Et ensuite, vous allez vider le stock décembre, janvier, février, mars, avril, mai. Voilà. Et c'est un peu ce que faisaient nos anciens, en fait. C'est-à-dire qu'ils avaient une problématique qui n'était pas forcément de stocker pour les 10 prochaines années ou stocker pour avoir quelque chose dans 10 ans. La grosse problématique, c'était comment je passe l'hiver. Parce que sous nos contrées, en hiver, si vous allez glaner, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a même pas, vraiment pas grand-chose. Donc, comment passer l'hiver, c'est la problématique. Et la deuxième problématique, c'était comment gérer les productions. Parce que la nature, elle est très généreuse. Et si on n'a pas réfléchi à l'avance à des moyens et des systèmes pour assurer le stockage, tout ça, ça se traduit par un gaspillage monstrueux. Et je vois beaucoup de gens qui commencent à faire de la production, qui commencent à planter un potager, un verger, etc. Et à un moment donné, alors au début, les productions, surtout au verger, c'est anecdotique. Au potager, on peut avoir des résultats, bien sûr, dès la première année. Mais il y a un moment dans l'année, on va se retrouver avec des productions énormes. Et si on n'a pas réfléchi à comment on passe cette production, comment on la transforme, ou comment on la valorise pour pouvoir
la faire durer sur la période d'hiver où on n'aura rien au jardin, où il n'y aura pas grand-chose, eh bien, ça va se traduire par du gaspillage. Donc, le stockage, c'est fait dans une logique d'autonomie, c'est fait pour éviter le gaspillage, c'est-à-dire avoir une grosse production qui nous dépasse, parce que quand on se retrouve avec 300, 400, 500 kilos de pommes, 100 kilos de figues, avec 200 kilos de pommes de terre, avec des courgettes, des brouettes entières tous les jours, là, l'idée, c'est pas de quoi je vais manquer, etc., comment je vais faire face, c'est comment j'évite un gaspillage monumental. Alors, il y a des solutions, hein. On peut toujours donner aux voisins, on peut toujours essayer de faire des échanges, etc. Bon, mais échanger, c'est chronophage, hein. Ça prend du temps. Donc, un système de stockage, et on parlait tout à l'heure d'une cave. Moi, j'ai une cave, parce que comme on a auto-construit la maison avec mon épouse, j'ai réfléchi en termes de stockage. On a une cave qui fait 30 mètres carrés, avec toutes les étagères dont tu parlais tout à l'heure. Et cette cave-là, elle se remplit à l'automne et elle se vide pendant l'hiver. Et alors, avoir une grande cave, ça permet aussi de stocker tous les bocaux dont on a besoin, qu'ils soient vides ou pleins, mais de les stocker à l'année ronde et de faire ce roulement. Donc, la grande cave, c'est pour avoir justement aussi la possibilité de stocker les bocaux, de stocker les ustensiles, de stocker les marmites, de stocker les feux gaz 9 kW qui vont bien pour faire les conserves. Et ensuite, ce matériel-là, il va dormir une partie de l'année. Et à un moment donné, on va réactiver septembre, octobre, novembre. Et on fait pratiquement que ça sur ces périodes de récolte. Que ça. On épluche les pommes, on déshydrate, on cuisine, on stérilise. Et il faut obtenir, tirer parti de la grosse production qui arrive à l'automne pour pouvoir justement avoir ce stock qui tourne sur une année. Alors moi, pour ma part, on parlait tout à l'heure de stock, de choses qui sont achetées au commerce. Il est évident que ce que je n'arrive pas à produire, je vais avoir tendance aussi à en stocker un petit peu parce que coronavirus, etc. On peut imaginer une rupture de normalité. Mais pour moi, stocker des trucs lyophilisés, c'est pas ma tasse de thé, quoi. Bon, après, chacun fait comme il veut. Je respecte, il n'y a pas de problème, mais je trouve que par rapport à ce que ça coûte, c'est peut-être un peu déraisonnable. Et à mon avis, l'argent sera peut-être un peu mieux investi en allant sur du matériel qui permet d'assurer cette rotation annuelle et cette philosophie, en tout cas qui est la mienne. Acheter un stock de bocaux. Ici, on a un peu plus, alors je ne les compte plus, mais on doit avoir entre 600 et 800 bocaux dans le sous-sol. Alors, tantôt plein, tantôt vide, selon les saisons. Et on fait, grosso modo, en moyenne, une dizaine de conserves par an, en sachant que les conserves, on fait des quantités qui permettent une rotation sur 2 ans, la plupart du temps, ou en tout cas sur des choses qu'on achète. Ce qu'on achète chez les agriculteurs, on essaye toujours de l'acheter en gros. Je pense par exemple à une vidéo que j'ai faite sur les haricots tarbais avec Vincent. On achète à plusieurs une grosse quantité, 200, 300, 400 kilos, et après, on se les partage et on fait des bocaux pour 2 ans. Et en faisant les bocaux pour 2 ans, c'est autant de travail. En termes de temps de travail, c'est à peu près le même que de faire les bocaux pour une année. Mais raisonner sur 2 ans et sur un cycle de 2 ans pour tout ce qui est acheté, ça permet d'avoir des tarifs plus intéressants et puis d'intéresser les agriculteurs. Parce que les agriculteurs, ça ne les intéresse pas de vendre 3 kilos. Par contre, un type qui arrive avec sa remorque et qui dit « moi, je vous prends 500 kilos », ça intéresse. Et on arrive à avoir des tarifs qui sont tout à fait intéressants. Alors, sur ce qu'on ne produit pas, les haricots tarbais, moi, je ne produis pas les tomates, par exemple. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend. Oui, on t'entend. On t'entend. Je crois qu'on a. Tu disais que tu ne produisais pas les tomates. Non, il est refigé. Peut-être un problème de réseau. Ouais.
Ouais. Du coup, je rebondis vite fait. Ouais. Alors moi, pour ma part, je suis plutôt dans la même idée que Stéphane. L'idée, ça va plutôt être de stocker pour passer l'hiver, en fait. À la différence près que moi, j'y arrive pas encore. Et loin de là même. Là, on arrive au bout des sauces tomates et on est bien d'accord que les tomates vont pas commencer à mûrir la semaine prochaine. Donc, c'est embêtant. Mais et c'est pour ça aussi que je suis pas tout à fait d'accord de dire que le potager ça peut attendre au départ, parce que je pense qu'il faut du temps pour apprendre à gérer les quantités dont on a besoin et gérer les quantités dont on a besoin si on veut stocker jusqu'à la saison suivante. Et que si on commence tôt, ça permet déjà d'une part de mieux se rendre compte des quantités et des surfaces dont on a besoin, et aussi de se rendre compte de ce qui marche bien chez soi, parce que tout le monde a l'air de croire, enfin beaucoup de gens ont l'air de croire qu'un jardin c'est un jardin, c'est pas vrai. Il y a des choses qui marchent bien chez les uns, qui marchent pas chez les autres. Il y a aussi des variétés qui marcheront bien chez les uns et pas chez les autres. Et que le fait de commencer assez tôt le potager, ça permet aussi de voir ce qui marche bien, et du coup de s'orienter sur ce qui fonctionne le mieux chez soi, et d'apprendre de quelle surface on a besoin, de quelle quantité on a besoin, et d'ajuster d'année en année. Donc c'est pour ça que je trouve quand même, pour ma part, c'est mon avis, que c'est intéressant de commencer assez vite le potager, parce que ça permet d'ajuster d'année en année en fait. Voilà, c'est tout. Okay. J'avais une question, Maud, par rapport. Là, à l'instant, tu évoquais tes tomates. En fait, ça m'intéressait. Je me demandais si tu avais manqué par rapport, en raison de la production qui a été insuffisante, ou plus par rapport aux difficultés de la conservation. Alors, c'est pas les difficultés de la conservation, c'est déjà la production qui a été insuffisante. Alors, l'année dernière, j'ai eu une moins bonne production que les années précédentes, déjà, mais de toute façon, les années précédentes, j'arrivais déjà pas à en avoir assez. C'est pour ça que je vais rajouter de la surface de culture sur le deuxième terrain, parce que clairement, là, chez moi, j'arrive pas à avoir assez pour faire assez de stock pour passer l'hiver. Sachant que les tomates, si tu veux, c'est pas ma priorité. En plus, j'essaye vraiment de donner la priorité aux choses qui se conservent sans qu'on ait besoin de les préparer. Donc après, les choses pour lesquelles je fais des bocaux, c'est pas forcément là-dessus que je vais prioriser. Je vais essayer, tu vois. Alors les pommes de terre, c'est un peu particulier, parce que nous, on a le beau-père qui fait le champ de pommes de terre. Il en cultive chaque année assez pour nourrir la famille sur 4 générations. Donc habituellement, on n'a pas tellement à se préoccuper des pommes de terre, parce qu'on les prend quand on va rendre visite à la famille. Bon, cette année avec le Covid, du coup, on est un peu en dèche de pommes de terre. Voilà, ça arrive. On a essayé d'en faire un peu plus, et comme je n'avais pas vraiment idée de la surface qu'il me fallait par rapport aux quantités dont j'avais besoin, évidemment, j'en ai pas eu assez. Et donc, mais pour le stock pour passer l'hiver, moi je suis pas du tout au point, clairement. Voilà. Et il va falloir que je rajoute de la surface du coup pour ça, parce que c'est clair que il faut beaucoup plus de quantité, comme disait Stéphane tout à l'heure, il faut beaucoup plus de quantité. Voilà. Et ça, je pense que on s'en rend compte quand on le fait, parce qu'on a beau se dire il me faut tant, machin, mais quand on le fait, on se rend compte. Et c'est pour ça que c'est intéressant, malgré tout, d'après moi, de commencer le potager assez tôt si on veut essayer d'être autonome là-dessus, parce qu'il faut du temps pour ajuster les quantités et les surfaces. Voilà. Ok. De toute façon, il y a une courbe d'apprentissage. Est-ce que vous voulez dire un dernier mot ? Absolument. Pardon, je t'en prie, Stéphane. Oui, Stéphane. Je disais, de toute façon, il y a une courbe d'apprentissage, et on ne peut pas espérer arriver au top en une année. À mon avis, pour arriver au top sur un projet d'autonomie alimentaire, il faut au moins 10 ans. Si on part de zéro et qu'on n'a pas d'expérience, et qu'on vient de la ville et qu'on ne sait rien, la courbe d'apprentissage pour arriver au top, c'est 10 ans. Oui, je suis d'accord. Je pense aussi qu'il faut bien ça, ouais. L'alimentation, c'est un énorme morceau. Beaucoup de gens ont l'air de croire que c'est facile, mais c'est un énorme morceau, et ça fait appel
à tout un tas de corps de métier en fin de compte, hein. Un peu éleveur, un peu maraîcher, un peu arboriculteur, un peu apiculteur pour ceux qui ont des ruches. Ça fait appel à tout un tas de connaissances. Pour ceux qui partent de zéro, ce qui était mon cas, ouais, je pense qu'il faut compter 10 ans. Hein. Ce que je vous propose, c'est qu'on reste échanger entre nous après et on coupe le live ici. Si quelqu'un a quelque chose à dire, parce que ça fait 1h50, on avait dit 1h30. Oui. Je voulais juste vous montrer un ou deux bocaux, quelques exemples. Si vas-y Stéphane, vas-y. Il est sorti. Tu avais préparé les bocaux, donc montre-nous. Alors, vous voyez par exemple ça. Ça, c'est des kakis séchés. Kakis séchés, alors on a un déshydrateur électrique parce qu'au mois de novembre, avec le solaire, on n'y arrive pas. On a séché cette année peut-être 75 kilos. Ah oui, quand même. Ça, c'est des bocaux de 3 litres. Ça, c'est figue séché. On a séché 80 kilos cette année. Ça, c'est pommes séchées. Alors, ma femme, elle n'aime pas trop, alors on n'en a pas fait beaucoup. J'ai juste fait un petit essai comme ça, mais bon, ça marche bien. Alors, ensuite, ça, c'est poires séchées. On a reperdu Stéphane, on l'a reperdu à la poire. Bon. On va attendre 10 secondes. 4G qui a séché aussi. Ouais. C'est ça. La connexion séchée, pareil. Ouh, 80 kg, il doit avoir un gros déshydrateur pour faire passer du 80 kg. C'est clair, ou alors c'est que ça lui prend un temps fou. Plusieurs fois. Ouais. Ouais, mais sécher, ça prend du temps à sécher les fruits. Hein. Même au déshydrateur électrique, hein, ça prend super longtemps. Enfin, ça prend longtemps. Ouais, il faut une session de 7-8 heures quasiment pour un séchage. Ouais, c'est ça. Bah, en tout cas, on voit les quantités qui sèchent. Par contre, effectivement, ça donne une idée de ce qui... Stéphane, tu étais à la poire, vas-y. J'ai vu tomate. J'étais à la poire. Alors, on t'a perdu depuis la poire. Ça, c'est la poire. Cerises en bocaux, à peu près 100 bocaux tous les 2 ans. Tu mets quoi avec c'est quoi? C'est de l'eau sucrée que tu as dedans? C'est du sirop. C'est du sirop. Ça, c'est une valeur sûre. Sauce tomate. Je disais tout à l'heure, sauce tomate, il faut compter 100 bocaux par an. Hein. C'est vraiment le tarif minimum. Alors, ça, c'est haricots tarbais. Alors, haricots tarbais, c'est une préparation qu'on fait avec Vincent. Bon, à sa maison à brûler, je ne sais pas si on pourra refaire, mais ça, c'est, je ne sais pas, on fait peut-être 200 bocaux tous les 2 ans, tu vois. Voilà. Et ça, c'est des choses qu'on achète à un agriculteur. Hein, on ne les produit pas. Hein. Mais ça permet de toucher un tarif sympa. Après, un autre exemple, ça, c'est des préparations que je fais pour faire des tartes aux pommes. Donc, moi, j'ai énormément de pommes dans le jardin. Hein. C'est nos limites, les pommes, chez moi. Donc, ça, je les utilise. C'est des pommes que je mets en morceaux et que je stérilise. Et après, quand je fais de la tarte aux pommes, bah, juste à mettre sur la pâte, je fais préchauffer la pâte, je mets sur la pâte. Et après, ça cuit un quart d'heure et c'est génial. Bon, ça, au moins 50 par an. Ça, tu manges des tartes toutes les semaines? Oui, on en fait une par semaine à peu près. Ça, c'est des cakes que j'ai fait avec des noisettes. Et maintenant, j'utilise les œufs du poulailler pour les faire. Des cakes en bocaux. Bon, ça, c'est un truc marrant à faire. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé. Mais c'est du 4 quarts, en fait. C'est de la pâte de 4 quarts qu'on met dedans. On fait cuire pendant une demi-heure avec le couvercle ouvert. Et puis ensuite, pour la partie stérilisation, on ferme le couvercle et on fait chauffer dans le four à bois. Et ça, c'est génial. Alors, autre exemple, les courgettes du jardin. Alors, c'est très simple, les courgettes du jardin. Il suffit de les mettre en rondelles. On les met dans le bocal, on stérilise. Et ça sert
comment dire, de courgettes déjà cuites. On peut mettre avec autre chose. Et c'est un mode de conservation qu'on utilise. Tu rajoutes pas d'eau là sur les courgettes, c'est simplement Non, le jus. non, pas d'eau. Je vous ai montré tout à l'heure la farine de châtaigne avec des châtaignes qu'on ramasse dans la forêt. Alors on essaye de ramasser au moins, avec mon épouse, on essaye au moins de ramasser 30 kilos de châtaignes par an. Et il y a une partie qui part en farine comme ça. On a essayé de faire des crêpes, c'est pas terrible avec ça. On peut rajouter dans du pain jusqu'à 20% par exemple. On peut utiliser ça aussi pour la pâtisserie. Sinon, on peut en mettre 1 ou 2 cuillères dans les soupes et ça épaissit un petit peu la soupe. Voilà. Donc ça, c'est juste quelques exemples de bocaux que l'on fait régulièrement. Et je rajouterai encore une chose par rapport à l'organisation de cette production et de cette conservation. Si vous voulez être efficace par rapport à ce que vous faites, vous tenez un agenda où chaque année, vous marquez à la date où vous le faites, vous indiquez ce que vous faites, vous marquez les recettes que vous avez suivies. Et cet agenda, au fil du temps, ça va devenir un espèce d'agenda perpétuel, puisque vous allez chaque année savoir ce que vous faites en janvier, en février, en mars, en avril. Et ça vous permet de vous organiser et de ne pas perdre vos recettes. Et vous annotez sur votre cahier pour dire, ben voilà, là, il y avait trop de sel, il n'y avait pas assez de sel. Et ça vous permet d'avoir une courbe d'apprentissage qui est beaucoup plus efficace que si vous ne prenez pas de notes. Voilà. Donc, gardez un agenda et notez dessus ce que vous faites au moment où vous le faites. Voilà. Par exemple, 5 septembre, j'ai commencé à ramasser les figues. J'ai commencé à déshydrater à partir du 15 septembre. Le déshydrateur, il a tourné pendant 3 semaines. Vous notez sur votre truc. Comme ça, vous savez exactement quel est le planning pour l'année suivante, puisque tout revient à date anniversaire, tout revient chaque année. Voilà, c'était le mot de la fin, en ce qui me concerne. Bon, Maud, Vic, si vous avez quelque chose à ajouter pour le mot de la fin. Moi, ça vient, je viens de prendre la leçon, là, c'est bon. Ok. Après la leçon des bocaux de Stéphane. Vic. Moi de même, je voulais vous remercier tous les trois pour ce petit live. J'ai appris des choses encore de vous trois. Et voilà, juste pour le mot de la fin, je voulais vous souhaiter bon courage à vous trois et aux gens qui nous écoutent aussi pour leur démarche de leur côté, parce qu'il y a énormément de boulot. Voilà. Bon. Ah, je vois le commentaire qui fait rigoler là-bas en dessous. Allez, ciao. Restez. Allez, merci à la prochaine. à tous ceux qui Et sont merci restés jusqu'à la Björn fin. et bonne soirée tout le monde. Bonne soirée. Salut. Bonne soirée, merci. Salut.